Cafu se débattait avec un autre joueur pour le ballon. Et puis, à un moment donné, il s'est retourné puis il a donné un gros coup de coude à un joueur. Donc, il y a eu un carton rouge. Mais Cafu étant Cafu, la grande vedette du Brésil, ça lui a pris 4 minutes à sortir du terrain. Sonia Denoncourt, vous êtes une pionnière dans le monde du foot, non seulement en tant que première femme arbitre, mais aussi en ayant officié dans plus de 1000 matchs. Votre carrière de 29 ans a été marquée par des moments forts comme le match de première division au Brésil où vous avez pris des décisions courageuse. Votre parcours est riche en défis et en accomplissements qui ont pavé la voie pour de nombreuses femmes dans ce milieu. J'ai eu l'impression d'avoir gagné 5 ans d'expérience avec un match. En 97, j'étais la première femme à arbitrer un match d'hommes au Brésil. Je suis arrivée là, puis là, ils m'ont dit aujourd'hui, on fait des time-out. À un moment donné, je disais qu'on va appeler la FIFA. Si la FIFA me donne le droit de le faire, je vais le faire, mais sinon, ils vont tous voir ça à la télé, je vais perdre ma badge, moi, là. Après le match, on vous met dans une petite salle par peur d'être agressé par des spectateurs. Au début du match, le policier en chef qui est venu dans le vestiaire, puis là, ils m'ont dit, il va y avoir des policiers tout autour du terrain. Il va y avoir une trentaine qui te regardent à toi seulement. Puis là, on avait un signal, fait que c'était ça. Si je me tape sur la tête comme ça, c'est comme intervenir. Sonia Denoncourt, vous êtes une pionnière dans le monde du foot, non seulement en tant que première femme arbitre à obtenir le badge international de la FIFA en 1994, mais aussi en ayant officié dans plus de 1000 matchs, incluant des compétitions prestigieuses comme les Coupes du monde féminines et les Jeux olympiques. Votre carrière de 29 ans a été marquée par des moments forts comme le match de première division au Brésil où vous avez pris des décisions courageuses et votre contribution après votre retraite en tant qu'instructrice pour la FIFA et responsable de l'arbitrage féminin. Votre parcours est riche en défis et en accomplissements qui ont pavé la voie pour de nombreuses femmes dans ce milieu. Sonia Denoncourt, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. C'est très apprécié. Et l'objectif, Sonia, aujourd'hui, c'est de décortiquer ta belle histoire de foot. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu expliques un peu aux gens qui vont écouter le podcast en format vidéo, qu'est-ce qu'on a sur ton bureau. Donc, il y a des significations importantes pour le ballon, le badge. Peut-être que tu peux juste nous expliquer un peu avant qu'on commence. Bien sûr. Notre marque de commerce, c'est vraiment les cartons jaunes, les cartons rouges. On est bien connus pour ça. Ouais. On essaie de les utiliser le moins possible sur le terrain, bien entendu, mais évidemment, c'est ça c'est notre façon de communiquer la plus efficace, entre guillemets. Après le body language, après, tout ce qu'on a essayé, si ça marche pas, on y va avec les cartons. On a quelque chose de particulier pour les arbitres, parce que quand on fait des Coupes du monde et des Jeux olympiques, normalement, on n'a pas de médaille d'or parce que c'est les athlètes qui gagnent qui montent sur le podium et tout. Mais au niveau de l'arbitrage, ça fait déjà depuis longtemps, la FIFA avait fait des médailles comme ça, identifiées par la FIFA d'un côté et de l'autre côté avec le logo de la compétition à laquelle tu as arbitré. Alors, c'est un souvenir qui est donné aux arbitres à chaque compétition. Et pourquoi en or? Parce que, tu es déjà sélectionné pour une grosse compétition de Coupe du monde et de Jeux olympiques, alors que tu fasses la finale ou pas, tu as participé à la compétition finale d'une préparation de 4 ans. Donc, ça a une signification particulière pour les arbitres. Et puis, les ballons, c'est comme en tant qu'arbitre central, comme je l'étais presque toute ma carrière, excepté la première année, l'arbitre au centre a souvent le privilège un peu de garder le ballon du match parce que des gros matchs internationaux, on n'en fait pas des mille et des mille. La carrière, souvent, est un peu écourtée par des problèmes physiques ou par un paquet de trucs. Donc, c'est un honneur toujours pour l'arbitre central de garder ça. Celui-ci, par exemple, j'ai amené un exemple des Jeux olympiques de Beijing, où là, cette fois-ci, je n'arbitrais pas, mais j'étais en charge de la compétition de foot pour tous les arbitres. Et puis, à la fin du tournoi, c'est un peu aussi un rituel. Tous les arbitres te signent le ballon et puis te donnent ça en termes de souvenirs pour le travail fait. Wow! Donc, ça va être tellement intéressant de décortiquer un petit peu ces compétitions-là aujourd'hui. Vous en avez fait beaucoup. De comprendre un petit peu les coulisses, la dynamique derrière le travail d'arbitre parce que, comme on en parlait un petit peu avant que le podcast commence, on voit souvent des athlètes, on voit souvent des entraîneurs donner des interviews, des présidents, mais c'est rare qu'on a la chance de s'entretenir avec des arbitres. Donc, j'ai plein de questions pour vous aujourd'hui. Mais bon, on va revenir peut-être un petit peu à l'enfance. J'ai cru comprendre que vous avez commencé à arbitrer à l'âge de 14 ans. Avant ça, comme beaucoup de jeunes, vous avez fait du sport, vous avez fait du hockey, je pense bien. Vous avez peut-être touché un peu le foot également. Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'arbitrage à 14 ans? Je suis native de Sherbrooke. Alors, c'est une région aussi qui est un peu pilote. L'Université de Sherbrooke est reconnue pour ça. La ville de Sherbrooke, c'est une ville pilote.
Et puis, j'ai commencé à jouer à 9 ans, mais on jouait avec les garçons. C'était mix un peu. Et ça n'a pas pris de temps qu'ils ont développé une ligue féminine. Alors, c'est pour ça qu'ils étaient un peu avant-gardistes. Et puis, du coup, à l'âge de 14 ans, qui était l'âge où on pouvait devenir des demi-adultes, entre guillemets. Alors, chaque équipe, notre club était formidable. Le club des Verts de Sherbrooke à l'époque, qui est le Mistral et tout ça, ça a changé de nom, mais à l'époque, le club avait comme idée que chaque équipe dans le club devait avoir une personne qui signe comme arbitre à chaque saison. Donc, c'était leur façon d'aller chercher des arbitres parce qu'on était même à l'époque aussi en manque d'arbitres. Personne ne voulait signer ce contrat d'être arbitre. Qui voulait se faire crier après par les parents sur les lignes? Personne. Puis moi, tout d'un coup, j'ai tout de suite levé ma main. J'ai dit, moi, coach, moi. Pour quelle raison? Pardon? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je sais pas. Mon coach à l'époque, André Kavanagh, qui était super sympa, il m'a dit, oui, tu serais bien, tu as un bon leadership, je suis capitaine de l'équipe, tout jeune comme ça. Il dit, oui, il me semble que tu serais bonne. J'ai suivi un cours de 15 heures, un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Le week-end d'après, j'ai commencé à arbitrer les tout petits, de mon âge à peu près. Et puis, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi. Je suis tombée en amour avec le sifflet. Puis pour moi, mais quand tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu commences des petites job-ins souvent. Puis là, je voyais tout mon entourage, des amis qui commençaient à travailler au McDonald's, travailler dans des jobs comme ça. Puis je me suis dit, mais c'est bien plate, ça. Moi, je veux être dehors, je veux courir. Puis là, j'étais payée. C'est un gros mot, mais j'avais quelques sous pour arbitrer, pour me tenir en forme pendant que je jouais, puis tout ça. Alors, c'était extraordinaire. Ben oui. Et beau temps, mauvais temps, je m'en allais en vélo, au terrain, j'arbitrais. J'ai aimé. Donc, les premières années ont bien été, dans ce sens où je me suis pas trop fait crier après. Ouais. Mon entraîneur me supportait. Donc, ça a bien été. Et puis, d'année en année, j'ai augmenté le niveau d'arbitrage. Et puis, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Vous avez mentionné un point. Se faire crier par les parents. Bon, on s'entend, l'arbitre, c'est le mal-aimé. Hein? Malheureusement, dans un match de foot, il va prendre des bonnes, des moins bonnes décisions, des fois pour notre équipe. Ça fait partie du jeu. Ouais. Et c'est souvent lui qu'on va critiquer. Mais j'ai cru comprendre en vous écoutant, en faisant quelques recherches, que c'était moins pire avant. C'est devenu pire aujourd'hui. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, vous avez raison. C'était moins pire avant. Je trouve qu'il y avait plus de respect pour la personne, période. Puis les parents comprenaient que c'est quand même une jeune qui arbitrait. Puis oui, il y avait des erreurs, mais quand même. On dirait que c'était un peu plus accepté. Maintenant, on dirait qu'au hockey et au soccer, c'est deux sports où il y a beaucoup de contestations par les parents. Et puis, on dirait qu'ils pensent déjà que leurs jeunes vont être dans la Ligue nationale où ils vont faire la Coupe du monde à l'âge de 10 ans ou 12 ans. Donc, ça a pris une autre dimension au fil des ans qui est péjorative, à mon avis. Mais si on regarde ça, c'est drôle un peu de faire la comparaison parce que je me suis fait crier après, entre guillemets, jeune dans ma carrière, mais après ça, peut-être que les 80 000 personnes dans les stades me criaient après, mais je les entendais plus. Ouais. On se bâtit une carapace, j'imagine, à un certain point. On n'a pas le choix. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix parce que ça peut être assez complexe, tout ça. Donc, vous commencez à 14 ans. J'ai cru comprendre que c'est devenu beaucoup plus sérieux quand vous avez eu proche de 20 ans, 21 ans. C'est là que c'est devenu quelque chose que vous pouviez considérer pour votre carrière, mais peut-être au meilleur de vos souvenirs, ça a été quoi le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, je veux mettre plus de temps, plus d'énergie dans ce métier-là, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je me vois peut-être même gagner ma vie avec ça. À quel moment à peu près? Quel déclic? C'est drôle, hein, parce que bon, j'ai arbitré 29 ans, mais c'est vrai que ça a pris environ 8 à 10 ans au début d'avoir un certain nombre de matchs pour commencer à avoir confiance puis à monter dans les grades. Arbitrer au niveau local, au niveau régional. Là, tout d'un coup, un championnat provincial. Puis là, tout d'un coup, un championnat canadien. Et puis, donc, là, à un moment donné, c'est comme... Même à ce moment-là, je ne pensais pas faire une carrière de ça. Moi, je voulais être un prof d'éducation physique, ce que j'ai fait. J'ai rempli plein de mes désirs de travail. Mais le soccer, c'est toujours comme on the side. Hein. Puis je faisais ça parce que j'aimais ça et tout. Mais ça a été après avoir fait un certain nombre de championnats canadiens au fil des ans, où là, j'ai été invitée pour un match international friendly, amical. Et puis, ça a super bien été. Puis là, j'ai vraiment pris la piqûre. Puis je me suis dit, aïe, je pense pas de pouvoir aller aux Jeux olympiques comme athlète, parce qu'il n'y avait même pas d'équipe nationale de soccer dans mon temps. Ça a commencé quand j'étais à l'université, 96, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a eu pas d'équipe nationale jusqu'à très, très tard. Ben oui. Donc, pour moi, c'était pas une opportunité. Puis là, tout d'un coup, j'ai vu,
mon rêve olympique peut-être va se réaliser à travers l'arbitrage. Et puis là, j'ai pris ça, j'ai toujours pris ça sérieux, même quand j'étais très, très jeune. Chaque match était important, c'est ce que j'ai appris à faire, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai peut-être une chance. Et puis là, tout d'un coup, boum, 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 ça l'a monté. Donc, le départ a été lent. Alors qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de fast-tracking. Si on voit qu'un arbitre qui a du potentiel, et c'est rare qu'on voit les gens qui arbitrent pendant 29 ans aujourd'hui. La carrière est beaucoup plus courte. Donc, on les bousculait un peu à avancer dans leur cheminement plus rapidement. Alors que moi, ça a été un peu plus lent. Il y avait moins de compétition aussi, hein, on s'entend. Les Coupes du monde chez les femmes commençaient. En 96, c'était les premiers Jeux olympiques où on avait des femmes. Donc, si on recule un peu avant ça, il y avait pas grand-chose au niveau international, au niveau féminin. Donc, oui, ça a été une progression, mais après ça, une fois que ça a parti, là, ça l'a vraiment parti en feu. Arbitre avec du potentiel. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça veut dire quoi? Comment qu'on est capable d'entourer, d'encercler un arbitre qu'on considère que ce qu'il faut pour peut-être passer à la prochaine étape? Vous avez, après votre carrière en tant qu'arbitre, aidé, formé énormément d'arbitres pour les prochaines générations. Quels sont les critères que vous regardez chez un arbitre qui a du potentiel? Oui, c'est drôle parce qu'à ce niveau-là, ça n'a pas tellement changé. On a encore les deux mêmes gros problèmes. De recruter des arbitres et ensuite de les retenir dans le domaine du sport, dans l'arbitrage. Donc, des recruter, maintenant, on utilise toutes sortes de stratégies, les anciens joueurs, anciennes joueuses, venez, c'est le fun. Moi, j'ai toujours dit que j'avais toujours le meilleur siège, la meilleure position dans un stade, qui était l'arbitre central. J'ai toujours dit ça. Et puis, c'est vrai, j'ai adoré ma carrière, je la changerai pas du tout, malgré les hauts et les bas qu'on a passés à travers de ça, mais je ne changerai pas. Donc, quand on voit un arbitre qui a le désir, qui a une motivation intrinsèque, on va le chercher puis on ne veut pas le lâcher. Donc, on essaie de l'entourer par des bons mentors, des anciens arbitres, des instructeurs, des évaluateurs, des observateurs qui vont aller voir les matchs, qui vont le supporter. Quand je dis lui, elle, c'est évidemment, je parle des arbitres de façon générale, mais on essaie de les soutenir dans des moments difficiles. Tous les matchs ne sont pas faciles. Hein. Il y a des matchs qui sont difficiles. Et puis, les gens qui ont un petit peu moins de force, entre guillemets, c'est facile d'abandonner. Hein? C'est très, très facile. C'est facile d'abandonner après un match où tu te fais vraiment démolir. Donc, le soutien extérieur est super important. Mais quelqu'un qui a la motivation, le désir, la discipline, je pense que c'est un gros, gros morceau parce que parle à n'importe quel athlète qui va aux Jeux olympiques, aux Coupes du monde, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est des années et des années et des heures d'entraînement, de travail sur le terrain, hors terrain. Donc, quand on voit quelqu'un qui a un peu de potentiel à ce niveau-là, qui a une bonne résilience, qui a un désir d'apprendre, de surpasser, qui a une bonne forme physique, puis après ça, on a juste à fine-tuner un petit peu ses déplacements, ses signaux, la connaissance des lois du jeu. Quand on a ça à faire, mais que la base est là, on part déjà avec on part très bien. Une bonne fondation. Une bonne fondation. J'aimerais savoir un peu, on le sait, hein, on va se faire critiquer quand on est un arbitre au niveau professionnel par les fans, également par les joueurs, quand on est un petit peu plus jeune par les parents. Avec les arbitres professionnels, et vous avez œuvré pendant longtemps là-dedans, après votre carrière en tant qu'arbitre vous-même, quel type d'accompagnement psychologique vous offrez un peu à ces arbitres-là? Parce que j'imagine, ils ont besoin de mentors, certes, mais ils ont besoin également peut-être d'aller parler avec quelqu'un après un match. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris très au sérieux? Est-ce que ça a beaucoup évolué à travers les années, tout ça? Très bonne question. Quand moi j'arbitrais, on était laissé à soi-même. Hein. Finalement, on n'avait pas d'entraîneur, on s'entraînait. Moi, tant mieux, j'ai fait mon bac en éducation physique, en kinésiologie, donc j'avais une bonne base pour m'entraîner moi-même, essayer de doser mes efforts 12 mois par année, d'année en année. Puis je faisais attention à ma nutrition, etc., etc. Donc j'avais un peu cette base-là, mais la majorité du monde, qui ne sont pas nécessairement des athlètes, il n'y avait aucun support, zéro. Tu étais bon, tu arbitrais un match. Tu n'avais pas tes notes à la fin du match, mais la seule façon, si tu savais que tu avais bien fait ou non, c'est qu'ils te donnaient un autre match. Sinon, c'est comme tu t'es mis un petit peu sur la tablette et tout ça. Donc, une des premières tâches que j'ai eues quand j'ai commencé à travailler à la FIFA après ma carrière, je devais bâtir le programme d'arbitrage féminin à partir d'une
d'une carte blanche, finalement. Ouais. J'avais absolument rien. Il n'y en avait pas de programme. Il n'y en avait pas de programme. Et puis moi, étant la première arbitre féminine internationale, puis après, 11 ans sur la liste FIFA, là, finalement, j'ai dit, OK, moi, j'ai plein d'idées. Hein? Qu'est-ce qui manquait dans mon temps? Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui? Alors, une des choses, pour revenir à la question, c'est que j'aimerais qu'on ait non seulement des entraîneurs physiques, des entraîneurs techniques, physiothérapeutes, même des fois nutritionnistes dans les gros tournois d'un mois, mais aussi soit un psychologue ou un préparateur mental. Alors, ça n'a pas besoin d'avoir la connotation psychologue pour faire peur à personne, mais d'avoir un préparateur mental pour aider les arbitres à faire face à leur situation. Donc, un mois à l'extérieur. Ils laissent des enfants, les jeunes femmes laissent des enfants jeunes à la maison, sont partis pour un mois. C'est intense. Des fois, tu as un bon match, tu reviens dans ta chambre, tu es seul, tu pleures, ça va pas bien, etc. Tu t'es blessé dans un entraînement parce qu'on s'entraînait tous les jours. Alors, une personne qui va être neutre, autre que moi, parce que moi, finalement, je prenais les décisions pas mal, qui arbitre les matchs et tout ça. Donc, c'est bien de ne pas mélanger la personne qui est en tête, qui prend les décisions importantes comme ça, avec un préparateur mental qui va pouvoir aider les arbitres à qui ils peuvent se confier à quelqu'un sans avoir peur de se faire dire « Oh, mais je ne veux pas lui dire que je suis blessé parce qu'elle ne me donnera pas d'autres matchs. » Tu comprends? Donc, ce préparateur mental-là qu'on a eu au début, il n'était pas occupé. Pendant un tournoi de temps, il était assis là, puis on disait aux arbitres, mais allez le voir, prenez des rendez-vous. On avait une liste d'heures disponibles. Allez juste jaser, parlez de votre vie familiale, parlez de vos problèmes, pourquoi le match a plus ou moins bien été, qu'est-ce qui s'est passé en termes de dynamique dans votre équipe. Parlez-en. Il n'y a personne qui allait. Alors, ça a pris 1 an ou 2 avant de démystifier ça puis de dire aux arbitres, c'est correct d'y aller. Ben oui. C'est correct de consulter puis d'en parler. Puis maintenant, c'est chose commune. Puis je pense que la société en général a grandement évolué également par rapport à ça, parce que peut-être que les arbitres étaient un peu timides d'aller, entre parenthèses, consulter, mais l'entièreté de la population aussi. C'est depuis quelques années seulement qu'on est capable d'accepter qu'il peut y avoir des enjeux de problèmes mentaux des fois, qu'on doit regarder ça de manière un petit peu plus sérieuse. Donc, ça fait du sens. Donc, on voit un peu la structure, on revient un peu à votre début de carrière. Ici, ça devient peut-être un petit peu plus sérieux, votre carrière au début de votre vingtaine. J'entourerais la date, l'année 1994, année importante pour vous. Vous devenez la première femme à obtenir le badge d'arbitre international de la FIFA. Comment on se sent quand on reçoit ça? C'est vraiment drôle parce que en 93, j'avais fait un match international Danemark-Portugal à Toronto, au Sky Dome, à l'intérieur, un match d'hommes. J'étais sur la touche. Si vous me demandez aujourd'hui qu'est-ce que j'aime le mieux, évidemment, moi, je suis une arbitre de nature, je suis une arbitre. J'aime beaucoup mieux avoir un sifflet qu'un drapeau dans les mains. Le sens du leadership, de courir sur le terrain, de manager les 22 joueuses, c'est ce que j'aime vraiment. Mais la première année, c'est de l'inconnu. Il n'y avait aucune arbitre féminine internationale. Donc, puis il y avait une liste. OK? T'es arbitre international. Donc, en 93, j'ai fait ce match-là, mais avec ma badge canadienne. OK? Arbitre canadienne. Et puis, ça a super bien été, tellement que je me rappelle encore comme c'était hier, il y a 5 hommes qui s'en viennent avec des gros sauts noirs qui traversent le terrain à la fin du match. Je disais, oh my God, je suis dans le trouble. Pas du tout. C'était des gens du Portugal qui venaient me féliciter pour le match puis qui me disent, hey, voudrais-tu venir arbitrer la Coupe d'Algarve, qui c'est une compétition féminine, dans le fond, en Algarve, au Portugal, à chaque printemps. Fait que là, c'est comme, OK. Puis là, boum! Après ça, je suis devenue arbitre internationale. J'ai été 1 an comme arbitre assistante. Puis après ça, vu que ça principalement assistante, puis après ça, vu que c'était le début, ils nous ont donné le choix. Ben, j'étais la seule. Puis après ça, on était 4. La première année, on était 4 assistantes arbitres. Là, ils ont donné le choix. Voulez-vous être arbitre ou assistante arbitre? Tout de suite, j'ai sauté comme arbitre. Alors, 95, ça a été ma première Coupe du monde d'arbitre en Suède comme arbitre central. Wow. Et puis à ce moment-là, même, il n'y avait pas assez d'arbitres, donc on était hommes et femmes arbitrer une Coupe du monde féminine, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui autant, là, mais donc c'est comme ça. C'est une opportunité qui a finalement débouché avec quelque chose d'extraordinaire. Après un match à Toronto, exceptionnel. Et juste pour être certain, pour bien qu'on soit capable de situer notre audience ici, à ce moment-là, arbitre, c'est votre travail à temps plein. Non.
Même pas? Non, j'étais prof d'éducation physique à l'époque. Après ça, j'ai quitté l'enseignement, dans le fond, pour partir ma boutique de vélo. J'étais une grande passionnée du vélo. C'est d'ailleurs ça, à cause du vélo, que je me suis gardée beaucoup en forme aussi à l'arbitrage, pas seulement à la course, mais une variété de sports, dont le vélo. Donc, je suis partie ma boutique de vélo à Montréal. Et ça me donnait aussi l'opportunité de partir pendant 1 mois à la Coupe du Monde ou de revenir et d'engager du monde, de congédier, de faire les choses que je pouvais faire que je ne pouvais pas avec une job traditionnelle. Parce qu'on s'entend, avant, j'avais travaillé à Vélo Québec aussi, un organisme, la Fédération cycliste, dans le fond. Et puis, je me suis encore, comme si derrière, j'avais dit à mon patron, j'ai dit, j'ai l'opportunité d'aller à la première Coupe du Monde, mais je pars 1 mois. Puis j'avais tout organisé mon travail pendant l'été, tout était correct. Il n'y avait pas... personne n'allait en souffrir. Là. Je prenais 1 mois de vacances, entre guillemets, pour aller vivre une expérience extraordinaire. Puis je me suis fait dire non. Alors, je me suis dit, oh mon Dieu, cette personne-là n'a pas de notion comment peut être important une Coupe du Monde ou un Jeux olympiques. Ouais. Alors, je me suis dit, OK, là, je recule un petit peu en arrière. Alors, de là, qui me fait penser, OK, je dois avoir ma propre compagnie, et je dois être autonome, je dois être capable d'être le plus professionnel possible en étant maître de ma destinée, en étant maître de mon horaire, et puis d'être capable de dire oui, non, comme je voulais. Après ça, j'ai jamais dit non à aucune assignation que j'ai eue, que ce soit au niveau de la Confédération nationale, internationale. J'étais toujours disponible parce que j'organisais mon horaire en fonction. Donc, juste pour être bien certain de comprendre, arbitre FIFA, même à ce moment-là, comment que la rémunération globalement fonctionne? C'est par match? C'est des contrats annuels? Parce que on se met dans la peau de quelqu'un externe, un fan de foot comme moi qui ne connaît pas tellement l'environnement d'arbitre. C'est pour ça que j'adore faire l'entretien avec vous aujourd'hui. Merci. On se dit, vous avez des responsabilités exceptionnelles, vous avez des matchs importants, ultimement, la fréquence augmente de matchs, mais on ne peut même pas vous sécuriser un emploi annuel ici? Non. Puis ça fait pas si longtemps, comme à la MLS, qu'on a des arbitres professionnels sous contrat où on peut dire vraiment c'est une job à temps plein. Ça fait pas tellement longtemps de ça, là, quand même. Alors nous, pendant presque toute ma carrière, puis encore pour la majorité des femmes dans le monde et la majorité des hommes aussi, OK, c'est à moi que tu arbitres en première division en Italie, en Angleterre ou dans des grandes ligues. Il y a beaucoup de monde qui sont encore... je dis amateurs, professionnels dans leur travail, mais que ça leur prend un autre travail à côté pour compenser. Alors oui, on était payé au match. Alors, si on partait pour 3 jours, on était payé pour notre match qu'on faisait. Si on était en Coupe du Monde aux Jeux olympiques, on avait... ça l'a changé un petit peu, mais au début, c'était un montant fixe par jour. Alors, que tu arbitres pas, que tu fasses 7 matchs dans ton mois ou que tu en fasses 1, tout le monde avait le même tarif selon le nombre de journées que tu restais sur place. Alors, il y avait 2 ou 3 coupures durant le mois. Après la première ronde, ils n'ont pas besoin d'autant d'arbitres, donc on coupait les arbitres. Donc, certains étaient renvoyés. Après ça, une deuxième coupure après la deuxième ronde. Puis on gardait seulement quelques arbitres pour les matchs de quart de finale, semi-finale, finale. Intéressant. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, je voulais toujours rester. J'ai toujours resté d'ailleurs jusqu'à la fin. J'ai été chanceuse aussi là-dedans. Puis, mais on ne gagnait pas énormément. Puis en plus de ça, il y avait une différence il y avait une grosse différence entre une Coupe du monde féminine puis une Coupe du monde masculine. C'était... jour et la nuit? C'était le jour et la nuit. Donc, finalement, ça a été une de mes batailles aussi quand je suis allée à la FIFA. J'ai voulu un peu équilibrer l'aspect financier parce que tout le monde prend un mois de vacances, un mois de loin de sa famille pour aller dans une Coupe du monde. Et puis maintenant, la pression est grande. Donc, il faut que tout le monde ait un montant significatif. Bien sûr. Alors, tout ça a augmenté aussi. On a parlé quelque peu de la Coupe du monde. Entrons peut-être dans cette période de votre carrière qui est assez fascinante. 3 Coupes du monde féminines en 95, 99 et 2003 que vous savez arbitrer. Oui. Bon, on a eu des anecdotes de joueuses qui sont allées à la Coupe du monde. Donc, on a des victoires, des défaites qui peuvent se dérouler en tant qu'équipe. En tant qu'arbitre, des anecdotes que vous auriez peut-être de ces Coupes du monde-là, j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup, des choses qui sont arrivées pendant des matchs, après des matchs, des discussions avec des joueurs, avec des joueuses importantes. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça. Oh mon Dieu, il y en a plein d'anecdotes. On en veut. On est là pour les sports de foot.
Mais il y a plein de choses. Tu sais, j'ai arbitré parce que nos voisins, les Américaines, sont très près de chez nous. Alors, il y avait ça, des matchs hors concours de préparation. Alors, j'arbitrais en match amical Canada-États-Unis souvent. Et puis, c'est avant quelques reprises que le Brésil est venu jouer aux États-Unis. Puis, c'est souvent moi qui demandais parce que le Brésil, c'est une équipe tough à arbitrer. Pourquoi? Parce qu'il était très physique, il déjouait un petit peu les rôles, il faisait plein de trucs derrière ton dos. Alors, ça te prenait des assistants arbitres qui avaient un petit peu de cork pour être capable de supporter là-dedans parce que, mais je vais vous conter une anecdote que je suis pas très fière de ça, mais en même temps, c'était la réalité à l'époque. Hein. Mais les Américaines, parce que je les arbitrais souvent, ils ont commencé par m'appeler Sonia, comment Sonia, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, hey, les filles, come on, appelez-moi Madame l'arbitre, appelez-moi pas par mon nom, parce que là, les Brésiliennes vont penser que j'ai un parti pris. Puis c'était pas du tout ça. Moi, j'ai toujours une intégrité là, exceptionnelle à ce niveau-là. Jamais j'aurais voulu sacrifier ma badge pour, même si j'arbitre le Canada, là. Je m'en foutais, entre guillemets, qui était là. C'était les rouges contre les bleus, là. Ça n'avait rien à voir. Anyway, mais là, les Brésiliennes, ils ont comme tout ça catché ça. Hein, fait que là, ils ont commencé à jouer un jeu mental là-dessus. Ils ont commencé à m'appeler Sonia aussi, puis... mais à un moment donné, c'était tough, hein? C'était 2-2 le match, puis c'était presque terminé. Puis les Brésiliennes n'étaient pas contentes avec un coup franc que j'ai appelé juste à l'extérieur de la surface de réparation. Et puis, alors, je suis en train de setter le coup franc, je recule pour le 9 mètres 15, si on veut, là, le mur qu'on appelle. Et puis là, il y a une Brésilienne qui me crache dans le dos. OK. Puis là, on parle d'il y a longtemps, là. Okay? Est-ce que vous en rendez compte? Non. Mais je suis tout en sueur, tu sais, c'est pas une petite tache en arrière, et puis je l'ai pas vu, j'ai pas rien vu, j'ai pas entendu. Je marchais, moi, pour aller reculer le mur. Là, on m'a un gros crachat dans le dos, là, tu sais, là. Wow. Et puis, c'est juste en face de mon assistant arbitre. Puis cet homme-là, malheureusement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas levé son drapeau, il ne m'a pas appelé, il n'a rien fait. Est-ce qu'il l'a vu? Il l'a vu. Il vous l'a dit après? Il l'a vu. Là, le match fini. Les États-Unis, je pense, ils ont gagné 3-2, mais c'est un match assez corsé. On s'en va dans le vestiaire. Je suis contente du match. Grosso modo, là, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Tu sais, ça avait bien été, je pense. Et puis là, lui, tout en riant, il me raconte ça, que hey, quand tu as reculé le mur, il y a une fille qui te... Mais j'ai dit, t'as rien dit, t'as rien fait, t'as laissé ça aller. J'étais en furie. Alors le truc là-dedans, c'est que une équipe travaille ensemble pour gagner un match. Une équipe d'arbitres, on travaille ensemble pour faire un bon travail. Et puis là, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir été abandonnée par mon collègue. Et puis, tu sais, je donne souvent l'anecdote, comme arbitre, quand je prépare mon équipe pour un match, c'est comme, OK, là, c'est comme si on part en avion. Moi, je suis pilote, vous êtes les hôtesses de vol, ou bien copilote, mais on vole ensemble, puis on finit ensemble le match. Fait que si on a du succès, on vole partout ensemble, mais s'il y en a un qui crash, on crash tout le monde. Fait que, tu sais, je donnais souvent cet exemple-là, c'est comme, faites pas de bêtises, on s'entraide. On veut, au bout de la ligne, la meilleure décision. C'était quoi sa réponse? Il riait, il était très, très mal à l'aise. Il riait. C'est un arbitre qui était moins expérimenté, mais il n'aurait pas dû être sur ce match-là, parce que c'est un match international. C'est pas un arbitre FIFA, c'est un arbitre national. Parce que c'est un match amical B qu'on appelle, qui n'était pas un match officiel de préparation de Coupe du Monde, de qualification de Coupe du Monde. Donc, souvent, les arbitres plus locaux, mais nationaux arbitraient. Et oui, je n'étais pas très contente, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Là, fait que ça, c'est pas le fun. Mais les arbitres ensemble dans un tournoi, c'est le fun parce qu'on est une équipe. J'imagine. On est une grosse équipe. Mais en même temps, moi, j'avais beaucoup de désirs, puis je prenais ça très au sérieux, puis j'avais toujours le goût d'arbitrer la finale. Quand je commençais un tournoi de Coupe du Monde, c'était pas pour on verra, puis si je suis renvoyée chez nous après 2 semaines, ben c'est pas grave, j'aurais fait un match ou 2. Non, c'est comme, hey, je veux être la meilleure, puis je veux arbitrer la finale, mais pas au détriment de mes collègues. C'est comme, il faut que je le gagne, mon poste. Mm-hmm. Donc, l'entraînement sévère, fait qu'il y a toujours... il y a toujours un sentiment amical, mais un sentiment aussi de qui va avoir le dernier match. Ben oui. Comment? Fait que des rivaleries. Puis juste pour être certain, pour bien me situer pour moi et pour les gens qui nous écoutent, c'est décidé pendant la compétition. Oui. Donc, c'est selon un peu les performances des matchs, les notes qui sont données aux arbitres à la fin de chaque match.
Tout à fait. Il y a des discussions qui vont se dérouler à un certain moment, et peut-être que c'est là que vous allez pouvoir nous éclairer. Des décisions sont prises à savoir qui va arbitrer les demi-finales et les finales. Tout à fait. Normalement, comment ça fonctionne, c'est vraiment presque de journée en journée. Si on a dans la première ronde, il y a beaucoup de matchs, on assigne les arbitres pour les 2-3 premiers jours. OK? Mais aussitôt qu'on tombe dans le deuxième match, bien là, on n'annonce pas les arbitres tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les 3 premiers jours, à savoir, est-ce qu'il y a eu des conflits entre arbitres et certaines équipes? Est-ce qu'on essaie d'éviter les conflits, d'avoir toujours une neutralité? On essaie toujours d'avoir, évidemment, tu n'arbitres jamais ton pays en Coupe du monde des Jeux olympiques, mais aussi à l'époque, il était très, très fort de jamais arbitrer ta propre confédération. Ça devenait compliqué aussi. Donc, moi, par exemple, j'arbitrais pas la CONCACAF. Mais à un moment donné, c'est comme, mais qui est la meilleure personne pour arbitrer les États-Unis contre l'Allemagne? Ben là, OK, c'était moi. Donc, ils ont changé un petit peu cette règle-là, à savoir, ben OK, on devrait y aller avec qui est la meilleure personne pour avoir la force d'arbitrer ce type de match-là. Un match physique, un match intense, un match où il y a beaucoup de discussions avec les joueurs, joueuses et tout ça. Donc, ça l'a changé, mais c'était, je pourrais dire, c'est difficile d'assigner les arbitres tant qu'on ne savait pas ce qui s'est passé. Bien sûr. Donc, une fois qu'on arrivait à un certain moment, si, mettons, le Canada se qualifiait pour la deuxième ronde, bien souvent, les Canadiens et Canadiennes étaient renvoyés chez eux. Donc, on gardait un petit groupe d'arbitres qui étaient neutres à tous les niveaux pour pas qu'on se fasse reprocher quoi que ce soit, pour éliminer là, comme presque tout doute là, sur n'importe qui pourrait y avoir une petite pensée que c'est un match organisé. Mais finalement, au fil des ans, on a vu que, bon, des fois, il y a des exceptions parce que vraiment, c'est la meilleure arbitre à arbitrer ça, puis les gens l'acceptent maintenant. Est-ce que vous avez eu une exception pour vous? Oui, souvent. Ouais. J'ai souvent arbitré les États-Unis en finale. Ben, les 2 Jeux olympiques, par exemple, j'ai fait la finale comme 4e puis comme arbitre. Souvent, les États-Unis étaient là. Vous avez arbitré des finales, il doit y avoir des anecdotes, là. Les moments, parce que j'aimerais comprendre un peu la visibilité un peu que vous avez sur un match. Donc, il y a ce niveau de concentration-là. De tout instant que vous devez avoir. Parce que vous avez arbitré avant l'arbitrage vidéo. C'est important de le mentionner. Oui. Pour les gens qui sont plus jeunes et qui commencent dans le foot, l'arbitrage VAR, c'est depuis à peu près 2017-2018 maximum. Donc, vous avez arrêté votre carrière en tant qu'arbitre officiel en 2004. Donc, c'était avant tout ça. Là. Personne n'est là pour rattraper une erreur qui a pu être faite. Donc, il y a ce focus de tout instant. Mais on n'est pas non plus insensible, j'imagine, au talent des joueurs. Quand quelqu'un commence à faire des choses exceptionnelles, j'imagine que ça doit nous impressionner un peu, mais il faut garder le focus. Comment qu'on navigue à travers tout ça? On essaie, en tout cas, moi, j'essayais de faire abstraction un petit peu de c'est qui la grande vedette qui était en face de moi. Il faut. Tu sais, c'est comme il faut. On n'a pas le choix. Dans le temps, à Miami, personne ne pouvait être touché. Puis là, c'est comme, il y avait même des discussions, c'est comme, il faut protéger Miami, c'est la meilleure joueuse, il ne faut pas qu'elle se fasse blesser. Fait que là, j'ai dit, oui, il faut protéger toutes les joueuses. Pas juste Miami. Il faut protéger toutes les joueuses de façon égale. Mais à un moment donné, je faisais mon travail aussi, même si on n'avait pas grand-chose pour nous aider, je faisais mon travail d'analyse, à savoir, bon, OK, Brésil, États-Unis, je donne un exemple. OK, bien cette fille-là, elle a toujours beaucoup de fautes. Elle a un carton quasiment après tous les matchs. Elle est spécialiste du tac par en arrière. Là. C'est comme, faut faire attention parce qu'elle veut juste casser des jambes, tu sais, là. À un moment donné, tu connais un petit peu ton monde, entre guillemets, puis là, tu es capable de faire un petit peu plus de prévention dans ton arbitrage. Fait que là, moi, j'avais beaucoup d'interactions avec les joueuses. Attention, fais attention, watch it. Je suis là, fais attention. Puis des fois, je donnais un carton jaune. Je disais, tu sais les règles. Fais-moi pas te donner un deuxième carton jaune. Aide-toi. Tu sais, j'essayais de discuter pour expliquer où on en était rendu, pour éviter justement de donner les beaux petits cartons. Mais entre nous, entre les arbitres, il fallait qu'on s'aide. Donc, on n'avait pas de la communication comme ça existe aujourd'hui. Ça avait commencé, on avait des petits drapeaux électroniques. Donc, s'il y avait une faute derrière moi, par exemple, que je ne voyais pas, l'assistant arbitre pouvait peser sur le bouton. Et puis moi, j'avais un bracelet ici. Et là, ça vibrait. Il y avait 2 sons différents pour l'assistant numéro 1 et l'assistant numéro 2. Puis là, je savais que, je me retourne par là-bas. Et puis là, je vois que le drapeau est dans les airs. OK, je siffle. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai un enjeu que je n'ai pas vu. Il y a quelque chose. Mais c'était basé vraiment avec une communication visuelle que constamment,
je regardais. Le positionnement, les déplacements d'un arbitre sont très importants pour toujours être dans un angle où tu vois ton assistant arbitre, où le jeu se déroule. Ouais. Donc, on avait plein de signaux très secrets pour dire, OK, fais attention, numéro 10. Ouais. Numéro 10. Ah, ça, c'est un carton jaune. Puis là, on se donnait carton jaune, carton rouge. On avait plein de signaux comme ça où on pouvait se voir à distance sans se communiquer verbalement. Et disons, on continue un peu avec les Coupes du Monde. Question peut-être un petit peu plus difficile ici, mais qui mérite la peine de décortiquer. Votre plus grande erreur sur un match de foot, un match de Coupe du Monde, est-ce qu'il s'est déroulé une fois qu'à la fin du match, en discutant avec vos collègues, vous avez dit ce but-là, ce carton-là, cette décision, ce coup franc-là qu'on a pris qui a donné un but par la suite, on n'aurait pas dû. Est-ce qu'il y a eu ce moment-là? S'il l'a pas eu, tant mieux, mais peut-être que... Ben, j'en ai fait plein d'erreurs, hein? Ouais. Je m'en souviens plus tellement, mais non, j'en ai fait plein. J'en ai fait plein d'erreurs, ça c'est certain. On essaie de les oublier, hein, pour être capable d'avancer dans des trucs, mais effectivement, il y a une fois où j'ai signé, j'ai pas appelé un penalty. Et puis, la loi changeait beaucoup au niveau des mains. L'utilisation des mains. Ça change encore aujourd'hui. Ça change encore aujourd'hui. Dans toutes les ligues, c'est différent. Là. Exactement. Fait que, tu sais, il y avait une très mauvaise interprétation de ce qui était une main. OK? Et puis, je me rappelle encore, c'était... La joueuse a glissé par terre, le ballon a frappé sa main. Et puis moi, j'ai décidé que c'était pas un penalty. Mais tu sais, quand c'est un match très important, puis c'est 2-2, c'est comme dit. Puis là, j'ai regardé mon assistante arbitre, j'ai pas eu d'aide du tout. Dans le sens où j'ai pas eu de signaux comme oui, vas-y. Parce que quand tu as un doute, mais là, à un moment donné, tu te fais comprendre que oui, vas-y, tu y vas. Tu sais, quand tu fais confiance à ton équipe, tu y vas. Puis à ce moment-là, bon, je l'ai pas sifflé. Et puis bon, comme d'habitude, après presque tous les matchs, on regarde encore le match sur vidéo, on regarde toutes les reprises vidéo, surtout les décisions importantes. Puis là, j'ai réalisé que, j'aurais dû l'appeler la main. Tu comprends? Mais c'est pas une décision de mauvaise volonté. Ben non. C'est une erreur. Au bout de la ligne, ça n'a pas changé vraiment le outcome du match. La bonne équipe a gagné, entre guillemets, sans que ma décision ait vraiment influencé à ce niveau-là, mais je me suis toujours senti mal avec ça, tu sais. C'est pas tellement grave. D'ailleurs, c'est quoi une main? C'est quoi une main aujourd'hui? Parce que c'est une question que je crois beaucoup d'amateurs se posent. On va regarder un match en Europe pendant le week-end, il va y avoir une main qui ne sera pas sifflée et ce même type de main-là, en Coupe d'Europe, pendant la semaine, elle va être sifflée parce qu'il y a un règlement différent. Mettons qu'on avait affaire simple aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Là. Une main, c'est quoi au foot aujourd'hui, au mois de septembre 2024? Si vous êtes un arbitre et vous revenez, disons, sur le terrain, vous avez arbitré un match, qu'est-ce qui est une main, qu'est-ce qui n'en est pas? OK. Oui, c'est un peu comme les hors-jeux, les gens ne comprennent pas. Hein? Ça change tout le temps. Mais écoute, on explique la règle des mains avec les arbitres, ça nous prend 2 heures à l'expliquer. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'exceptions. Mais grosso modo, si on rend ça très, très simple, si le ballon va vers la main sans que la personne ait bougé, en principe, c'est pas une main. S'il y a un mouvement du joueur, de la joueur pour arrêter le ballon ou se faire un petit peu plus grand, pour gagner de l'espace, c'est une main. Si les mains sont clouées comme ça sur le corps ou comme ça, puis le ballon frappe, c'est pas une main. Donc, c'est quand tu essaies de te faire plus grand ou de gagner un avantage à arrêter le ballon avec une main, peu importe la hauteur, c'est une main. Ça, c'est une version très c'est bien expliqué. Très de base, là, mais disons qu'on part avec ça. Ça évolue beaucoup, on dirait. À chaque année, il y a des nuances qui s'intègrent d'une ligue à l'autre selon les expériences qu'ils ont eues l'année précédente. Oui, normalement, toutes les ligues de haut niveau devraient garder la même règle de la FIFA qui devrait être appliquée partout. Mais il y a différentes interprétations. Effectivement. Puis ça, c'est l'éducation qui est transférée aux arbitres à différents pays, différentes confédérations qui peut varier légèrement. On a parlé de Coupe du Monde, Jeux olympiques. Vous avez fait les Jeux olympiques de 96 à Atlanta et de Sydney en 2000. À quel point il y a une différence dans des matchs de Coupe du Monde versus des matchs de Jeux olympiques? C'est la même chose? Est-ce qu'il y a un niveau différent? Est-ce qu'il y a une dynamique qui est différente? Oui, c'est le
plus haut niveau, si on veut, de soccer, Coupe du monde et Jeux olympiques. Chez les femmes, la particularité, c'est que il y a pas d'âge. Exact. Donc, c'est les meilleures équipes, les meilleures joueuses. C'est les meilleures équipes. Donc, tu regardes une équipe en Coupe du monde puis aux Jeux olympiques, c'est presque la même équipe. S'il y a 1 an de différence, c'est souvent dans la même préparation, dans la même phase de préparation. Donc, il n'y a pas autant de différence, mais c'est plutôt l'ambiance tout autour qui est différente. Alors que chez les hommes, oui, il y a une différence aux Jeux olympiques parce qu'il y a un âge de restriction. Donc, oui, c'est très, très différent. Les Coupes du monde, dans le fond, c'était nous, c'est la FIFA qui organise de A à Z. Donc, on est en full contrôle de tout. OK? Donc, dans nos compétitions, le calendrier, est-ce qu'on fait des arrêts parce qu'il fait très, très chaud puis on veut avoir un water break? Toutes ces décisions-là, ça vous revient. Ça nous revient. Alors que les Jeux olympiques, le comité olympique est au-dessus de nous, de toutes les disciplines sportives d'ailleurs. Et puis, c'est un peu eux qui ont souvent le dernier mot. On regarde ce qui s'est passé là aux derniers Jeux olympiques. C'est le comité olympique souvent qui a pris des décisions au niveau du soccer, quand il y a de la corruption, quand il y a toutes sortes de trucs. Donc, quand il y a des drones. C'est ça. Ouais. Je comprends. Donc, on n'a pas le plein contrôle, mais tout de même aux Jeux olympiques, devant 80 000 personnes, ça a été le match qu'il y a eu le plus de spectateurs que vous avez arbitré. Comment on se sent d'arbitrer devant 80 000 C'était extraordinaire. En plus, c'était un match d'ouverture de Coupe du monde. Puis c'était les États-Unis contre le Danemark. Et puis, je me souviens encore, on rentrait comme du tunnel du côté avec les 2 équipes derrière nous. Vous savez, on rentre tout le temps, les 4 arbitres ensemble, puis les 2 équipes qui suivent. Puis on s'en va jusqu'au centre, faire face à la tribune pour les hymnes nationaux, puis les mains et tout ça. Et puis, je me souviens encore, là, on rentrait dans le stade, puis on dirait que les 80 000 se sont levés, puis le terrain bougeait comme ça. Oh, wow. On marchait, là, puis on avait l'impression d'être sur un coussin d'air, un peu comme ça. Tout le monde, puis c'était impressionnant. On regardait partout en haut, puis là, c'était comme aïe, 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 c'était plein craqué. Il n'y avait pas un siège, puis il y avait une ambiance extraordinaire. Mais quand t'es arbitre, puis moi, j'avais une capacité à un moment donné, de snapper puis d'ignorer ce qui se passait autour de moi. Alors, tout ça, je l'ai apprécié pendant quelques minutes. Pendant les hymnes nationaux, je regardais partout. Puis à un moment donné, j'ai appelé les 2 capitaines, on fait le tirage au sort. Et puis là, le premier coup de fil, boum, là, j'oublie qu'il y a 80 000 spectateurs. Là, il y en a... il y a juste les joueurs sur le terrain, puis c'est là-dessus que je me concentre. Fait que t'oublies même quand ça crie, Des fois, j'entendais absolument rien, là. Ça a pris combien de temps avant que vous bâtissiez cette carapace-là? Est-ce que ça a été instantané dès que vous êtes devenu arbitre FIFA en 94 ou ça a pris un peu plus de temps? Je pense qu'au fil des... tu sais, à 14 ans, je n'avais pas une grosse carapace. Hein, c'était comme... On est là un peu sans souci, puis j'allais arbitrer, gros sourire, je repartais le gros sourire, il n'y en avait pas de problème. Mais au fil des ans, évidemment, là où tu rencontres certains problèmes, certaines personnes difficiles, puis là, si tu veux survivre dans ce monde-là, il faut que tu aies la peau épaisse, comme on dit. J'imagine. Alors, je me suis développé une espèce de carapace pour essayer de me dégager un peu de tous les sentiments qui pourraient affecter mes décisions. Puis c'est aussi, tu sais, je dirais aux jeunes arbitres aujourd'hui, c'est la capacité aussi dans un match d'être capable de snapper. Si tu fais une mauvaise décision, ça arrive, hein? Et ça va tellement vite le jeu, puis on a des bons acteurs aussi au soccer. Des bons actrices sont capables de rouler puis de se faire croire n'importe quoi. Mais des fois, il y a des erreurs. Alors, c'est d'avoir la capacité de, même si tu sais que tu as fait une erreur, on peut s'excuser maintenant, mais ça ne répare rien, mais au moins on gagne un petit peu de respect par les joueurs-joueuses, mais il faut être capable de snapper pour dire, OK, il ne faut pas faire une autre erreur pour compenser. Il faut comme complètement oublier ça, foncer, puis continuer ton match comme si il ne s'était rien qui s'était passé dans cette seconde-là. Donc, beaucoup de préparation mentale, de visualisation, de concentration, de discipline pour être capable de toujours finir un match avec le plus d'intégrité possible. Ça doit tellement être difficile. Oui, tellement difficile Et j'imagine c'est ce qui va distinguer à la fin un arbitre qui va arbitrer une finale d'un arbitre qui n'arbitrera pas une finale, mais de savoir fondamentalement que tu as pris une mauvaise décision. Tu ne peux pas te rattraper, il n'y a pas l'arbitrage vidéo. Oui. Et là, le cerveau humain, habituellement, il fait en sorte qu'on veut créer une certaine balance, une équité, mais on doit rester impartial. Est-ce que c'est peut-être une des choses les plus difficiles en tant qu'arbitre? Oui, effectivement. C'est sûr que ça te travaille toujours dans la tête. Hein? Puis en plus,
Dans un match typique international, on prend à peu près 1000 décisions dans un match. Comme arbitre, on court environ, dans un bon match, là, à peu près 15 km. Fait que pendant 2 heures de temps, tu cours, en avant, en arrière, de côté, de reculons, en sprint, puis il faut que tu prennes plein de décisions en même temps. Puis il y a 22 joueurs qui se courent, puis qui te bloquent la vue des fois, puis il se passe plein de choses. Bien, c'est difficile. C'est certain qu'il va y avoir des erreurs. Mais c'est ça. Il faut être capable de vraiment snapper, de dire merde, OK, il faut quand même que je finisse le match avec le moins d'erreurs possible, en respectant les joueurs, en leur redonnant ce qu'ils méritent. Et puis, une fois que c'est fait l'erreur, tu ne peux pas l'effacer. Hein? Donc, il faut vivre avec. Et puis, mais il faut éviter d'en faire une deuxième. Ouais. Ou de répéter les mêmes erreurs. Ça, c'est encore pire. Ben, j'imagine que vous en avez évité beaucoup parce que vous avez arbitré des finales de Jeux olympiques. Une finale, comment qu'on aborde ça? De manière différente d'un autre match? Plus de pression, j'imagine. Peut-être plus de briefing également de joueurs importants comme des présidents de fédération. On essaie de mettre un peu plus de contexte. Il doit y avoir plus de recherche également qui est fait avant ces matchs-là parce que l'enjeu est important, considérablement plus important que d'autres types de matchs. C'est quoi vos meilleurs souvenirs des finales que vous avez arbitrées? Je vais peut-être vous faire réagir un peu, mais les matchs les plus difficiles, c'est souvent pas les finales. Pourquoi? C'est les semi-finales. Ah. Puis pourquoi on met des arbitres très, très forts dans les semi-finales? Parce que là, il y a un enjeu de médaille ou pas de médaille. Il y a un enjeu d'aller vers la finale ou une 3e place. Personne ne veut jouer la 3e place. Donc, qui veut aller en consolation après un gros tournoi d'1 mois pour aller chercher une médaille d'argent? C'est pas le fun, hein? Donc, souvent, il y a beaucoup de difficultés dans les matchs de semi-finale. Tu arrives dans les matchs de finale, écoute, c'est pas facile, mais de façon générale, on dirait que le match est un peu plus clean. Okay? Ils veulent gagner, mais ils sont là. C'est déjà un accomplissement. Puis dans un environnement de Coupe du Monde et Jeux olympiques aussi, l'encadrement est tellement serré, si on peut dire, tellement serré, tellement forte, que tu es un peu dans un monde idéal pour te préparer. Alors, je me préparais différemment un peu si j'avais un match au Brésil d'hommes professionnels, première division, quand je suis seule à me préparer dans ma chambre d'hôtel, ou bien j'allais en Coupe du Monde où on a tout un setup d'entraîneurs qui t'aident à analyser comment les joueuses jouaient le match devant, c'est quoi leur système de jeu, qui fait quoi, etc., etc. Puis avec tout les outils électroniques aussi qu'on a aujourd'hui, ça l'aide. Mais définitivement, le match, n'importe quel match que tu prends au sérieux, se prépare 48 heures à l'avance. Alors moi, j'avais mon rituel. 48 heures à l'avance, je mangeais telle affaire, je faisais telle affaire, je lisais telle affaire. Après ça, 24 heures, après, l'entraînement changeait, évidemment, 2 jours avant. Au fait, même notre entraînement physique, on a un cycle de 7 jours. Si on était 3 jours avant le match, 2 jours avant le match, 1 jour avant le match, jour du match, jour de récupération après, plus 1, plus 2, plus 3. On fonctionnait comme ça pour varier notre entraînement physique. Tout est calculé, là. Le nombre de minutes que tu t'entraînes, quel genre de... Est-ce que tu travailles sur ta vitesse? Est-ce que tu travailles sur ton endurance? Est-ce que tu prépares pour avoir cumulé ton énergie pour le jour J, le jour du match? Donc, ce 48 heures-là était crucial. Fait que, puis après ça, mais toute la préparation avec ton équipe immédiate. Hein? Donc, les 3 autres personnes avec toi, c'était de les rencontrer régulièrement. Voici notre plan de match. Voici ce qu'on va faire. Voici comment on va aborder le match. On prenait tous les repas ensemble. C'est comme couvre-feu à soir. On fait ci, on fait ça. Évidemment, comme quelqu'un qui prend ça au sérieux, finalement. En termes de recherche, ça ressemble à quoi? Parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt. Tu mentionnais, on sait que cette joueuse-là, spécifiquement, prend beaucoup de cartons. Cette joueuse-là, elle part beaucoup. Cette joueuse-là, elle est très bonne, elle marque des buts. Il faut faire attention, il y a beaucoup de fautes qui sont prises sur elle. Quel type de recherche on fait avant un match? Qui vous aide? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est des assistants? Est-ce que des gens attitrés à ça? Je serais curieux de t'entendre aussi. Oui, dans une compétition de Coupe du Monde des Jeux olympiques, le staff technique, finalement, les entraîneurs techniques vont aller chercher cette information-là. Donc, quel système de jeu les joueurs jouent, par exemple? Est-ce qu'ils ont tendance à jouer avec un libéro? Est-ce qu'on va avoir dans ce match-là beaucoup de situations d'hors-jeu très, très serrées parce qu'il y a un mouvement des défenseurs? Ou bien pas du tout parce qu'ils jouent pas sur une ligne flat. Ils jouent très bas. Exactement. Fait que ça l'aide aussi, les assistants arbitres à se préparer quel genre de match qu'on va avoir à ce niveau-là, mais aussi des qualités individuelles des joueuses
comme vous venez de mentionner, le côté physique, quelqu'un qui fait plein de fautes, qui est un peu là, reckless, là, tu sais, je dis pas qu'il manque de coordination, mais qui va à tout prix sans trop s'énerver s'ils vont blesser la joueuse. Là, il y a des gens comme ça qui deviennent avec des gros yeux méchants, puis ils perdent un petit peu la valeur là, des contacts. À qui tu vas parler pendant le match? Moi, en tant qu'arbitre, vous savez, au rugby, les arbitres parlent au capitaine seulement. Au soccer, tout le monde a le droit de parler aux arbitres. Hein? Puis tout le monde a le droit de les engueuler aussi. Théoriquement, ce serait que les capitaines. Ça devrait être quelque chose. Mais dans le pratico-pratique, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il va y avoir des tests aussi prochainement, justement, qu'au soccer aussi, ils vont appliquer que seulement là où la capitaine peut parler aux arbitres. On va voir comment ça peut influencer. C'est en pourparlers présentement. Oh wow. C'est intéressant. Mais effectivement, donc, on sait à un moment donné, moi, j'avais identifié à tous mes matchs. Des fois, là, la capitaine, c'est pas nécessairement la meilleure personne à parler parce que c'est une personne qui se contrôlait moins bien. Ouais. Des fois, j'allais chercher l'assistant capitaine ou des fois, même, j'allais voir le coach. Au début du match, c'est comme j'allais toujours voir les coachs, je serrais la main, bonne chance aujourd'hui, bon match, que la meilleure équipe gagne. Tu sais, c'est comme je me présentais et tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui font ça. Mais ça donne un sentiment de on est ensemble pour faire le meilleur match possible aujourd'hui. Donc, un peu la même chose avec les joueuses. J'essaie d'aller chercher la personne qui parle ma langue aussi, soit anglais, français ou un peu d'espagnol. Mais si c'était pas possible, il y avait toujours une fille dans l'équipe qui parlait un peu de ta langue. Ah oui. Donc, j'essayais d'aller trouver quelqu'un comme ça avec qui je pouvais communiquer rapidement pour dire à un moment donné, on est dans une situation d'urgence ou faites attention à ci parce que ça fait 15 fautes que vous avez en 10 minutes. Les conséquences s'en viennent, etc. Donc, c'est beaucoup un arbitrage de prévention que je faisais aussi pour éviter de donner finalement les cartons. On dit quoi aux joueuses avant un match, spécifiquement? Est-ce que c'est toujours le même discours? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on essaie de redonner un petit peu de contexte? Souvent, normalement, c'est assez standard. Parce qu'on veut garder une certaine neutralité. On n'a pas besoin d'en dire beaucoup, hein, simplement comme j'ai dit tantôt, serrer la main, bon match, on joue fair play aujourd'hui, que la meilleure équipe gagne et tout ça. Le seul temps où vraiment on parlait un peu plus, c'est s'il y avait eu une nouvelle loi qui avait été instaurée dans l'année, par exemple, puis que là, les gens avaient besoin de clarification. Et souvent, je disais, par exemple, hors-jeu, quand ça a changé, ou les mains, ou tout ça, souvent, je finissais en disant, je vous souhaite un bon match. Si vous avez une question, c'est le temps de le demander. Parce que pendant le match, j'ai pas le temps de vous expliquer la loi. Oui? Puis souvent, ça arrivait, mais pourquoi? On n'a pas le temps dans le match. Il faut reprendre le match rapidement. Mais souvent, je disais, si c'était pendant le match, je vous l'expliquerai à la demi ou à la fin du match, mais pour l'instant, il faut que le match se déroule. Déjà, avec cette approche-là au début, là, ils comprenaient, puis c'est comme, OK. Mais il y avait la chance au moins de poser une petite question d'eux avant le match, puis ça les rassurait, on dirait. On parlait d'anecdotes plus tôt, il y en a une qui est assez croustillante, que j'aimerais amener à ton attention et aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tu as arbitré des Jeux olympiques, tu as arbitré des Coupes du monde, mais tu as également arbitré des matchs d'hommes professionnels dans des contextes de barrage. Donc, j'amène ton attention ici au match que tu as arbitré au Brésil. Je pense que c'est en 97 qu'on discutait un peu plus tôt. Ça fait. Donc, un match de barrage, je le répète, pour qu'une des deux équipes va passer en Division 1. Une peut aller en Division 2 et l'autre en Division 2 peut passer en Division 1. Donc, on essaie de trouver l'équipe qui va finalement gagner ce match va pouvoir mériter quelque chose d'assez important. Et financièrement, pour ces clubs-là, habituellement, c'est le jour et la nuit. Descendre en Division 2, ça peut complètement changer la dynamique économique. Donc, en gros, tu trouves une manière de rester en Division 1, si on peut faire ça simple. Le match est au Brésil et tu vas arbitrer un champion du monde, Cafu. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il est champion du monde. Il va l'être en 2002, mais tout de même, c'est un joueur important. C'est un joueur que les gens qui écoutent le foot vont reconnaître. Le match débute. Et là, il y a plusieurs choses qui se sont déroulées. Il y a eu des cartons, il y a eu des cartons rouges également, il y a eu des buts refusés. Entre le moment que tu as su que tu allais arbitrer ce match-là et la fin de ce match-là, qui pour toi a duré plusieurs heures après la fin du dernier coup de sifflet, parle-nous un petit peu de tout ça. Je pense que c'est assez intéressant, intriguant et je pense que ça va intéresser notre audience. Oui, tout à fait. Mais je pourrais dire qu'en 97, bon, encore une fois, j'étais la première femme à arbitrer un match d'hommes. C'était la première fois, ça? Oui. Oh, wow. Ben, c'était la première fois
que j'ai arbitré un match d'hommes au Brésil. OK? Pas la première fois que j'ai arbitré un match d'hommes parce que j'ai arbitré en Amérique du Nord. Mais au Brésil, c'était la première fois. Donc, pour tous les gens là-bas, c'était totalement un extraterrestre. Là. C'est comme, c'est qui ça, vient d'où? Mais alors, pendant notre échauffement, ça nous sifflait là, comme pendant une demi-heure de temps. Parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était juste des hommes dans les estrades. Il faisait 100 degrés, tout en bédaine. Donc, c'est facile à voir que c'était... Beaucoup de gens dans les estrades? Oui, c'était plein, mais c'était un petit stade de 30 000 environ. Tout de même. Mais quand même, avec l'ambiance qu'il y avait, c'est comme s'il y en avait 100. Ouais. Et puis, mais j'étais là une semaine à donner un peu des conférences avant. Donc, j'avais un chauffeur, une traductrice, et puis on a fait un peu le tour, hein, et puis à différents clubs, différents endroits. Et puis là, ils m'ont fait faire toutes sortes d'affaires aussi différentes. Je n'étais pas supervisée par la FIFA, donc ça a été une invitation de la Fédération brésilienne. Donc, c'est un contexte aussi très différent. Donc, tu es seul au monde. C'est ça le monde. Puis là, je suis arrivée là, et il y en a plein d'anecdotes avec ce match-là, mais j'ai eu l'impression d'avoir gagné 5 ans d'expérience avec un match. Hein. Parce que ça a été difficile quand j'ai atterri jusqu'à temps que je suis partie. Parce que, bon, le Brésil, c'est le Brésil. Hein, c'est reconnu pour être des grands dans le domaine du foot. Ouais. Mais il y a aussi toutes sortes de stratégies. Puis évidemment, bon, c'était leur championnat et tout, mais je suis arrivée là, puis là, ils m'ont dit, dans la préparation de match, bon, Mme Denoncourt, aujourd'hui, on fait des time-out. On fait 1 minute et demie là, de time-out en première demi, deuxième mi-temps. Puis moi, qui suivais les règles pas mal à la lettre, mais c'est comme non, on n'a pas... Qui vous a demandé ça? La Fédération brésilienne. Okay? Mais là, moi, j'ai une badge à FIFA. J'ai pas une badge du Brésil, j'ai une badge à FIFA. Donc, mais je dis, on n'a pas le droit de faire ça. Le match est télévisé, il était télévisé dans 100 pays, ce match-là. Et puis, j'avais un peu le gun sur la tête, en parlant. Fait que là, j'ai dit, mais là, on peut pas faire ça parce que la télévision, là, ça va arrêter. Hein? Là, je disais ça à ma traductrice qui essayait de traduire ça, là. Puis là, c'est comme, il voulait rien savoir. Fait que là, à un moment donné, je disais qu'on va appeler la FIFA. Si la FIFA me donne le droit de le faire, je vais le faire. Mais sinon, ils vont tous voir ça à la télé. Je vais perdre ma badge, moi, là. Tu sais? Fait que c'était, déjà, ça partait difficile. Mais ça vient d'où, ça? Est-ce que ça venait vraiment d'une mauvaise intention? Est-ce que ça vient peut-être de... Ouais? Je pense pas. Je pense qu'eux, ils avaient une bonne intention, mais ils détournaient un petit peu les lois de la FIFA. Puis que si ça n'avait pas été avec un exposure comme ça à cause de moi, il n'y a personne qui probablement qui s'en serait rendu compte. Mais là, moi, je me sentais obligée de respecter les lois. Puis si la FIFA disait oui, bien OK, là, j'ai l'approbation. Mais s'ils disaient non, c'est difficile. Puis la FIFA a dit non. Fait que là, je me suis retrouvée face à face avec le Brésil. Finalement, que la veille du match, c'est comme, ben, il me retourne-tu au Canada ou bien je vais arbitrer le match quand même? Wow. Mais ça, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui le sait, parce que je ne l'ai jamais dit. Mais là, finalement, je suis presque à la retraite, alors je peux dire ces choses-là. C'est histoire de foot, hein? On est là pour en discuter. Alors, ce qui est arrivé, c'est que on a utilisé notre intelligence un peu. Alors, vu qu'on n'avait pas le droit de faire ça, on a utilisé... ça me gêne quasiment de le dire, on a utilisé un moment où il y avait un joueur qui s'était blessé pour avoir le time-out requis de 1 minute et demie. Là, personne ne sait que c'est un time-out parce qu'une personne de blessée, là, ils prennent leur temps et puis on règle la blessure et puis après ça... Mais le time-out était fait à cause de la température qui était trop chaude? Non, c'était plus pour des publicités, je crois, médiatiques. Ah, OK. Donc, c'était avec des joueurs externes qui... OK, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Fait qu'on a contourné un petit peu cette réglementation-là pour être capable de... OK, le Brésil va être content, la FIFA, ils ne me chicaneront pas, puis moi, ben, je vais essayer de survivre là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, ça a été un gros match. Oui, ça a fini. C'est un match de 1-1 très, très serré. La 3e minute de jeu, il y a un joueur qui a fait un tacle assez méchant, là, qui méritait un carton jaune, clairement. Alors, tout de suite, j'ai appelé le joueur. J'ai donné le carton jaune, puis le joueur est venu avec les mains derrière comme ça, avec une très grande discipline. Mais on dirait que ça l'a réveillé le stade ou que là, ils se sont dit, ah ben, c'est une arbitre. Ça les a calmés un peu. Ça les a calmés. Ils ont arrêté de penser que c'était une arbitre féminine qui était sur le terrain. Mais fait que ça a parti, mais effectivement, Cafu, un carton rouge. Ben, parlons-en. Là. Donc, le match continue. Carton jaune au départ. Cafu, hein? On calme le stade. Oui. Cafu, grand joueur, champion de Coupe du Monde. Et là, c'est quoi? Il perd un peu le contrôle, là? On est obligé de le sortir. Qu'est-ce qui se déroule ici?
C'est un petit peu mal organisé dans ce sens où moi j'avais 2 assistantes, mais la quatrième officielle, c'était Donc, c'est des femmes aussi qui étaient C'était des femmes aussi, oui. C'était la première fois. C'est un trio de femmes. Oh, oui. wow, OK. Mais avec 2 femmes que j'avais pas beaucoup arbitrées avant, qui ne parlaient que le portugais. Donc, c'est très difficile de communiquer là, avec elles. Et puis, le quatrième officiel, c'était pas une personne, tu sais, à l'époque, là, c'était l'observateur qui était là comme quatrième officiel. Donc, c'est bizarre un peu à ce niveau-là. OK? Mais là, juste devant les bancs, vous savez, quand il y a des fautes devant les bancs, c'est facile hein, que tout le monde se lève et puis des petites invasions de terrain, c'est facile quand c'est proche. Et puis, Cafu se débattait avec un autre joueur pour le ballon. Et puis, à un moment donné, il s'est retourné puis il a donné, en voulant se débattre et tout, un gros coup de coude à un joueur qui a été fendu ici complètement et ça saignait. Là, je ne savais pas si c'était à l'œil directement ou c'était en dessous, mais c'était un coup violent. Donc, il y a eu un carton rouge. Mais Cafu étant Cafu, la grande vedette du Brésil, ça lui a pris 4 minutes à sortir du terrain. Donc, c'est long, 4 minutes. On peut rien faire. On peut rien faire. Il y avait de la sécurité, mais je pense que les autres aimaient le show aussi, je ne sais pas. Ouais. Mais ça a pris du temps. Finalement, il est sorti. Là, le match a continué, puis on est parti. On a continué le match. Puis moi, je pense que j'ai fait un bon match. Tu sais, j'ai fini le match en me disant... Il n'y a pas eu un but refusé également, ce match? Il y a eu un but refusé aussi, oui. Un but refusé, qui encore là, on n'avait pas les vidéos, mais j'ai fait une bonne décision aussi. Donc, dans les décisions cruciales, j'ai sûrement manqué des coups francs, j'ai sûrement manqué des fautes, mais dans les grosses décisions cruciales, il y avait un carton rouge. J'avais vu juste, oui. J'avais juste à ce niveau-là. Mais, tu sais, quand c'est dans le moment, c'est ce que les gens voient dans le stade ou ne voient pas parce qu'ils sont partisans, puis bon. Fait que c'était difficile, mais... Ah, ce match-là, il était difficile aussi à plein de niveaux. On était... pourquoi ça a pris 5 heures à sortir aussi du stade? Il faut le dire aux gens qui nous écoutent. Donc, il y a ce match et toute cette préparation-là avant qui est assez atypique, soyons honnêtes. Oui. Le match est quand même haut en rebondissement, des cartons rouges, des buts refusés. Et là, je lisais ça. Après le match, on vous met dans une petite salle pendant 5 heures de temps. Mm-hmm. Par peur d'être agressé par des spectateurs. C'est ça, littéralement, qui s'est déroulé, là. Oui, c'est peut-être pas nécessairement d'être agressé, mais je pense qu'ils voulaient vraiment nous protéger parce qu'il n'y avait jamais eu de femme qui était arbitre. On dirait qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Entre guillemets. C'est un contexte de protection. C'est un contexte de protection, oui. Puis, mais ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'au début du match, il y a le policier en chef qui est venu dans le vestiaire. Puis avec la traductrice et l'organisateur, la Fédération du Brésil. Puis là, ils m'ont dit, bon, OK, c'est le policier en chef. Il va y avoir des policiers tout autour du terrain, une trentaine qui vont faire face aux estrades. Il va y avoir une trentaine qui te regardent à toi seulement. Puis là, on avait un signal entre moi et les policiers que si je me trouvais dans le trouble, là, c'était comme, aidez-moi, sortez-moi de là. Puis je vous le dirai pas, c'est quoi le secret, le signal secret qu'on s'était dit. C'est histoire de foot. Regardez, histoire de foot. OK, je vais vous le dire. On s'était dit, OK, mais qu'est-ce que je vais faire contre le signal? Tu sais, c'est comme il faisait chaud. Je remontais tout le temps mes shorts, je m'épuyais le front. Il faut que ce soit quelque chose qui... Fait que c'était ça. Si je me tape sur la tête comme ça, 2 fois, c'est comme, tous les policiers qui me regardaient, c'est comme, intervenez. Faites de quoi j'ai peur à ma peau. Mais finalement, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, mais c'est bon. Mais donc, ça pourrait arriver. Ça pourrait. Et c'est arrivé dans le passé. C'est arrivé dans le passé et tout ça. Mais comme j'ai dit, je pense qu'au bout de la ligne, avec un certain recul, je pense que tout le monde était content aussi de mon match. Mais sur le champ, évidemment, le sang est chaud, puis ça brasse. Donc, à la fin, on est resté dans le vestiaire, pour faire toute notre analyse de match que normalement on fait à l'hôtel. On l'a fait dans le vestiaire. On a pris un petit snack, puis on a attendu que le stade s'évacue complètement parce qu'on n'avait pas une très grande sécurité. OK, j'avais mon chauffeur, ma traductrice, mais on avait peut-être un policier avant, un policier en arrière, mais pas assez pour contrôler une grosse foule. Donc, ils ont attendu simplement que le stade sorte, se libère. Puis les gens au Brésil, ben ils restent des heures parce qu'ils continuent à fêter. Il y avait un band qui jouait de la musique, puis les cheerleaders sont encore là. Donc, le party continue pour eux autres sur le terrain puis dans le stade. Ils font vraiment durer le plaisir. Nous, ici, un match fini, puis en dedans d'une heure fini, il n'y a plus personne dans le stade. T'sais. Mais là-bas, non, ils continuent à danser puis à chanter. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis finalement, on est parti sans aucun problème. Bonne nouvelle. Mais ça a été difficile un peu. Là, quand je suis revenue, c'est comme ouf. Hein?
Un des moments les plus marquants de votre carrière? En termes de matchs plus difficiles, je dirais oui. C'est sûr qu'il y a des moments de Coupe du Monde, de Jeux olympiques quand tu fais des finales, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Oui. Ouais. Ou même des matchs d'ouverture aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Pendant quelques fois, lors de notre discussion, tu as parlé de ton équipe. On débute ensemble, on atterrit ensemble dans les bons, dans les moins bons coups. Et j'analysais un petit peu ta carrière, ce que tu avais dit, certaines interviews, et tu parles souvent de ce trio d'arbitres-là, de plus en plus qu'on essaie de construire. C'est-à-dire, bien entendu, il y a un arbitre central, il y a 2 arbitres de touche, il y a un 4e arbitre également qui s'installe. Maintenant, il y a même des arbitres de vidéo qui sont présents. Mais vous, de votre côté, vous voulez que ce même trio-là, spécifiquement au niveau professionnel, peut-être même uniquement au niveau professionnel, soit capable de se suivre, d'arbitrer des matchs ensemble, parce que cette cohésion-là devient primordiale dans les décisions qui peuvent changer le cours d'un match. Comment ça a évolué? Et peut-être tu peux nous parler un petit peu comment tout ça s'est construit, comment vous êtes capable même au niveau logistique de mettre ça en place. Non, très bonne question parce que les trios, ma dernière Coupe du Monde en 2003, ils avaient commencé à parler des trios. Puis là, une anecdote qui est fun un peu, là, c'est que j'avais une assistante arbitre, Denise Robinson, de Toronto. Et puis, mon autre assistante arbitre qui m'était assignée, c'était Linda Bramble de Trinidad-Tobago, avec qui j'avais arbitré une fois dans ma vie. OK? Donc, ça, c'était mon trio. Puis eux, dans leur vision, là, je t'arbitre encore. Dans leur vision de trio, c'était... on avait toujours des tests physiques quand on arrivait sur place dans une Coupe du Monde des Jeux olympiques. Un test coupeux, ces choses-là. Puis si on ne passait pas les tests, on était renvoyé chez nous. Pas de Coupe du Monde. Notre rêve venait de s'éteindre. Fait individuellement, ça va. Moi, j'étais en super forme dans ce temps-là. Puis c'était ma 3e Coupe du Monde. Alors, mon objectif à moi, c'était comme, je vise la finale. Ouais. Avec une belle Coupe du Monde. Je veux faire un match à la fois, mais je veux bien les faire. Puis mes 2 assistantes arbitres, c'était leur première Coupe du Monde. Alors, elle avait une vision un petit peu différente en disant, moi, je suis juste contente d'être sélectionnée pour une Coupe du Monde. Faire un match, je suis contente, je vais faire ça, cocher. Puis moi, c'est comme j'avais un objectif complètement différent. Alors, avec Canada Soccer qui m'ont supporté là-dedans à l'époque, on avait fait venir Linda de Trinidad ici au Canada 2 semaines avant la Coupe du Monde pour qu'on puisse arbitrer quelques matchs ensemble pour savoir comment on va prendre nos décisions, quel genre d'assistante d'arbitre que tu es, est-ce que je peux vraiment me fier à toi? Les signaux sont différents. Bien sûr. Puis, entre nous, on s'entend que c'est de cette façon-là qu'on fait un signal pour un penalty, mais que dans son pays, elle n'est pas habituée de faire ça comme ça. Elle va me donner un autre signal sur le moment d'événement, puis là, c'est comme, on va manquer. On va faire des erreurs. Fait que c'est important, le trio est important pour ça, pour être habitué de travailler ensemble, puis avoir une rigorosité, puis à un moment donné, on n'a même plus besoin de faire une préparation de match parce qu'ils savent exactement quels signaux faire, ils savent exactement comment je vais réagir, ils savent exactement que tous les signaux qu'on a, puis on est habitué à ça. Donc, le système de trio était intéressant pour ça, mais moins intéressant quand une des personnes du trio coule son test physique, puis que là, les 3 sont renvoyés chez eux. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis la pire exemple de ça, c'est qu'en 2005, là, en 2004, je suis rentrée à la FIFA, comme directrice d'arbitrage féminin. En 2005, c'était la Coupe du Monde des moins de 20 ans aux Pays-Bas chez les garçons. Alors, j'étais là comme staff pour travailler. Et puis, on avait le système de trio. Là, ça commençait vraiment. C'était la première compétition où on voulait avoir le système de trio. Mais l'arbitre, chez les femmes, j'avais refusé de faire ça parce qu'on ne veut pas un pool assez grand pour avoir une qualité. Je voulais... Tu sais, c'est difficile des fois d'arbitrer avec quelqu'un du Japon, quelqu'un de l'Espagne, puis personne ne parle la même langue. Mais d'un autre côté, c'est mieux ça, avec des gens qui savent quoi faire, que d'avoir des gens qui n'ont pas le calibre d'aller là, même si c'est dans le même pays. Fait que le système de trio, pour moi, c'est important, mais les femmes, on n'était pas prêtes à ça parce qu'on n'avait pas assez de bassins. Chez les hommes, ils ont décidé de faire ça en 2005, puis j'étais un peu en désaccord parce que je disais, mais c'est risqué. L'arbitre, premièrement, vous lui demandez à l'arbitre de choisir ses assistants arbitres. Alors là, où est la sélection des arbitres on devrait avoir les meilleurs là sur place que la FIFA sélectionne. Là, maintenant, l'arbitre peut choisir ses assistants arbitres parmi la liste FIFA. Ça, j'avais de la misère avec ça. Puis la deuxième chose, c'est que c'était clairement dit que si il y a
une des personnes sur les 3 qui coulent, les 3 s'en vont. Puis là, ils viennent de perdre leur rêve olympique, leur rêve de Coupe du Monde. Puis dans cette Coupe du Monde-là, on a eu 9 personnes qui ont coulé les tests physiques. C'était jamais vu, premièrement, mais le pire de ça, c'était 9 de tous des trios différents. Fait qu'on a eu 27 personnes qu'on a renvoyées à la maison à 4 jours du début de la Coupe du Monde. Mais combien habituellement d'arbitres totaux vous faites venir pour une Coupe du Monde? Bien, ça dépend. Là, si on avait 52 matchs dans la Coupe du Monde, on peut avoir un groupe d'à peu près 80 arbitres. Hein? OK. Quelque chose comme ça. Quasiment 40 des arbitres sont retournés à la maison. C'est énorme. Mais là, il fallait les remplacer, ces gens-là. Il fallait les remplacer avec des gens de la même confédération. Le nombre de trios par confédération, c'était prédéterminé. Alors ça, on ne pouvait pas jouer là-dessus. Trop. Tu sais, on ne pouvait pas dire il y en a 3 de l'Europe qui ont échoué, on va les remplacer par le CONMEBOL. Ça passe mal au niveau des confédérations. Fait qu'on essaie de respecter ça aussi. Mais là, ça veut dire que les gens qui sont venus, il fallait aussi qu'ils passent un test physique. Ah oui. En tout cas, ça a été le bordel. Le bordel total, ça a été difficile. Mais comme n'importe quel changement ou loi qu'on essaie d'instaurer, comme un peu le VAR, ça prend une période d'adaptation. Ah oui. Alors ça a été difficile. La Russie, la Coupe du Monde, l'année d'après, en 2006, ça a été aussi difficile. Mais après ça, là, on a commencé à trouver un rythme un peu. Le trio italien était fort, le trio de l'Angleterre était fort. Parce qu'à force de faire des matchs ensemble, ils se connaissaient tellement qu'il y avait une belle unité, puis il y avait une camaraderie qui était incroyable. Tu sais, c'était pas... c'était sérieux, là. Fait que c'était vraiment, on vole ensemble puis on crash ensemble. Fait que ça a eu des bons côtés d'avoir le trio. Mais maintenant, ce qu'on dit, c'est que les trios, ça n'a pas besoin d'être du même pays. Parce que souvent, on n'a pas 3 personnes, surtout chez les femmes, on est limité à 5 arbitres FIFA par pays. Okay? Il y a un quota. Au niveau féminin, oui, tout à fait. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc, chez les hommes, c'est 10. Et pour quelle raison? Parce que, il y a 212 pays affiliés à la FIFA et puis il faut qu'il y ait un paquet de critères pour avoir des arbitres FIFA dans un pays. Il faut qu'il y ait une ligue professionnelle, il faut que ci, il faut que ça. Mais à un moment donné, c'est comme, tu sais, ça l'a monté progressivement. Au début, c'était 4 chez les femmes, là, ils ont monté à 5. Chez les hommes, c'est 10. Mais ça garde une certaine qualité, si on veut. Une exclusivité, une qualité des choix. C'est pas tout le monde qui peut avoir une badge FIFA. Il faut vraiment que tu te démarques énormément de la masse. Fait que tu t'imagines, on est 5 au Canada, puis là, ça prend un arbitre puis 2 assistants. C'est peut-être pas les meilleurs au monde pour aller arbitrer la Coupe du Monde. Tu sais? Donc, pour moi, je croyais à un mix entre les pays pour avoir, encore une fois, c'était quoi mon objectif? Avoir les meilleurs arbitres sur le terrain pour desservir le match. Peu importe d'où ils venaient. Ouais. Ça va jusque-là. Fait que le système de trio, tout ça pour dire que ça allait évoluer énormément. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un grand bénéfice d'avoir 3 personnes qui travaillent tout le temps ensemble, mais pas nécessairement du même pays. Bien sûr. Oui. Donc, 2004, fin de carrière en tant qu'arbitre, vous transférez dans un rôle assez important à la FIFA. Mais avant de parler de ce rôle-là, qu'est-ce qui vous a poussé à se dire c'est peut-être la fin? Parce que vous étiez encore... Vous êtes toujours, mais très jeune pour être une arbitre. 40 ans à peu près, je pense, à ce moment-là. Oui. Mais saviez-vous qu'avant, il y avait un âge limite pour être arbitre? Je ne le savais pas. Oui, il y a un âge limite. Il y a un âge pour commencer puis un âge pour finir. Quels sont-ils? Okay. Alors, quand moi j'arbitrais, les assistants arbitres pouvaient rentrer à l'âge de 23 ans et les arbitres à l'âge de 25 ans. Et l'âge de retraite, c'est maximum 45 ans. Okay. Parce que plusieurs pensaient qu'à 46 ans, tu devenais aveugle puis plus en forme. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, ça a changé parce que par la Charte des droits de la personne, ils ont réalisé qu'à un moment donné, tu peux pas trop... Tu sais, c'est contre la Charte des droits de la personne de dire « à 45 ans, tu n'es plus capable d'arbitrer. » C'est comme Colina, il aurait été capable d'arbitrer encore quelques années. Mais là, ça a changé un petit peu l'âge. Mais à l'époque, c'était ça. Mais ce qui a fait que j'ai arrêté, moi, particulièrement, il y a une couple de raisons, mais la principale, c'est j'avais déjà fait 3 Coupes du Monde puis 2 Jeux olympiques. Puis normalement, il y a une certaine rotation. Quand tu as fait une Coupe du Monde, un olympique, à l'époque, normalement, ils donnaient la chance à quelqu'un d'autre. Puis tu avais déjà accompli ça, c'était déjà wow.
Puis c'était tout. Mais moi, j'avais déjà fait au-delà de ça. J'avais été cataloguée à un moment donné pendant 10 ans, la meilleure arbitre au monde. Fait que là, j'ai dit, mais OK, mais je suis encore en forme, laissez-moi une chance. J'avais 40 ans. Wow. Puis j'avais le goût de continuer. Puis je m'étais dit, OK, un dernier Jeux olympiques au moins, puis après ça, mais la FIFA avait une idée différente d'ouvrir un poste comme responsable, directrice de l'arbitrage féminin, puis de bâtir le programme à ce niveau-là qui n'existait pas du tout. Le département de l'arbitrage de la FIFA, c'était 2 personnes, c'était très petit. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Mais c'était tout ensemble, il n'y avait rien pour les femmes, au fait. 2 seules personnes? 2 seules personnes. Alors, en 2004, avant que vous arriviez. Oui, exactement. Là, c'est complètement différent, là, mais... il y avait 2 personnes. 2 personnes qui géraient tout ça. Oui. Donc, c'est ridicule. Donc, moi, je suis rentrée, puis on m'a donné un peu une carte blanche en disant comment vois-tu le développement de l'arbitrage féminin à travers le monde, puis là, la réalité d'avoir tant de pays, tant de confédérations et tout ça. Alors, j'ai essayé de bâtir un environnement professionnel. Est-ce qu'on vous a donné du budget pour ça? Oui. Oui, il y avait du budget, par exemple. Bon, en général, on a débloqué les choses. Fait qu'on a débloqué les choses. Pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même. Il y avait possibilité de faire des camps d'entraînement et puis il y avait possibilité de faire des choses. Donc, puis on était aussi notre commanditaire Adidas qui nous donnait là, des 1000 et des 1000 par année là, de vêtements Adidas et tout ça. Donc, on était quand même assez bien soutenus. Donc, oui, c'était un gros défi, mais ça a été toute une expérience qui finalement a duré 10 ans. Et puis, on a fait avancer les choses au niveau féminin, là. C'est un parcours qui est quasiment autant intéressant, voire plus que le volet arbitre. Parce que là, quand vous étiez sur le terrain, parce que là, vous pouvez avoir un impact encore plus important. Là, c'est plus simplement un match. Ça peut être l'ensemble des matchs. Oui. Comment vous diagnostiquez un petit peu ce volet arbitre-là quand vous arrivez, cette catégorie, ce département qui a l'air d'être un peu délaissé s'il y a simplement 2 personnes? Oui. D'où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on veut aller? Mais moi, j'avais réalisé plein de choses pendant que j'étais arbitre. Je voyais comment ça se passait au niveau de la Coupe du monde aux Jeux olympiques. Puis souvent, je me suis fait encore assigner le patron, si tu veux. Il était tout seul. Fait que j'allais, je sais pas, moi j'avais trop d'énergie, je pense, entre mes matchs, là. Fait que j'ai dit, t'as besoin d'aide? Là, on préparait les sacs, on préparait les cartons, on préparait les scies, je l'aidais à faire un peu un paquet d'affaires. On dirait que j'avais déjà comme un pressentiment que. Puis c'était apprécié, c'était le fun. Mais je voyais qu'il y avait plein de choses à améliorer. Comment on peut soutenir les arbitres davantage à travers le monde? Quel genre de soutien qu'on peut leur donner? Puis comment on peut améliorer la qualité surtout? T'sais, moi, c'était mon premier, là, c'est comme comment on peut améliorer la performance des arbitres féminins dans le monde. Avoir des meilleurs arbitres. Pas juste une femme parce que c'est une femme, puis là, il faut qu'on en aille. Non, c'est comme, il faut que ce soit les meilleurs. Fait que c'était toute la discussion avec les tests physiques. Moi, je passais les tests physiques des hommes, mais les standards féminins étaient un petit peu plus bas. Mais c'était correct pour la majorité du monde. Mais si tu voulais arbitrer des matchs d'hommes, moi, je m'étais dit, il faut que tu passes les tests physiques des hommes, c'est normal. Mais il y en a d'autres qui voyaient ça différemment. C'est comme, ben non, tu as ta badge parce que tu as passé les tests féminins. En tout cas, il y a eu énormément de discussions à travers 56 000 sujets pour faire évoluer les choses, pour avoir un peu d'équilibre, un peu de respect à tous les niveaux. Fait que au fait, ça a été un 10 ans de bataille. Vraiment, c'était... 2005 à 2015? Oui, 2004. Oui, 2005, on peut dire 2005 à 2015 à peu près. Oui. On vous a déménagé à Zurich. Oui. Vous rentrez dans l'environnement FIFA. Première question, c'est quoi l'environnement FIFA? C'est comment à l'intérieur? Parce que, on le sait, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, comme quoi que c'était peut-être géré de manière un petit peu étrange sur certains aspects. Il y a eu des gens qui ont perdu leur emploi autour de ça. Donc, de l'externe, on a cette vision-là. De l'interne, c'est comment? De l'interne, quand moi, je pensais que j'étais une fille très organisée, et je le suis, mais quand je suis arrivée là-bas, c'est comme super organisé. La FIFA nous, en termes de staff, je devrais dire, on n'était pas impliqués dans ce genre de discussion au niveau avec le EXCO et tout ça. Alors souvent, il se passait plein de choses en haut, puis on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais à l'intérieur, en termes de staff, en termes de ressources humaines, en termes de comment on fonctionnait, comment on écrivait une lettre, comment on communiquait, comment on écrivait nos courriels, ils nous fournissaient des téléphones, il y avait énormément de règlements, si on veut. On punchait pour rentrer, on punchait pour sortir, mais on faisait des heures de fou. Mais
c'était très réglementé, si on voulait, mais en même temps, ils nous traitaient bien aussi. En général, vivre à Zurich, c'est très dispendieux. Bien sûr. On avait un salaire compétitif pour la majorité du monde. On avait souvent des petits 5 à 7. C'était une Coupe du Monde. Ils organisaient un petit party pour la Coupe du Monde, même pour le staff qui était là, qui n'était pas en déplacement au Brésil, par exemple. Tu sais, la FIFA était bien organisée à ce niveau-là. On était environ presque 500 employés, puis la moitié de ça étaient des expats. Alors, la FIFA a 4 langues officielles, allemand, anglais, français, espagnol. Là. Et puis, tous nos meetings, M. Blatter parlait devant nous, c'était traduit dans les 4 langues. À chaque fois qu'on avait des gros staff meetings, c'était toujours traduit comme ça. Puis moi, mon département a été espagnol, pas mal. J'ai appris un petit peu plus d'espagnol à ce niveau-là, parce que il y avait 3 personnes à un moment donné à mon département qui parlaient espagnol. Mais c'était ça, l'ambiance de la FIFA. C'était bien, c'était régimenté. Je me rappelle encore, j'avais écrit une lettre à un moment donné, je pense que j'avais oublié une virgule. Mon directeur m'a renvoyé la lettre avant de continuer le 2e paragraphe. Là. Tu sais, c'est comme, il n'y avait pas de merci. On ne pouvait pas faire d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur. Mais c'est une des plus grandes institutions au monde. Oui. Donc, au final, le foot, c'est le sport le plus important au monde. La Coupe du Monde, c'est l'événement télévisé le plus regardé au monde. Donc, au final, il doit avoir cette rigueur-là, cette discipline dans tout ce qui est fait si on veut garder cette image-là d'organisation qui sait où est-ce qu'il s'en va. Et parlant de savoir où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'il y a un endroit particulier que vous vouliez changer? J'amène le tout à la discussion. Le VAR. Je pense, en faisant mes calculs, en regardant un petit peu les années, l'arbitrage vidéo est arrivé après votre départ. Mais tout de même, est-ce qu'il y avait des gros changements, des règles peut-être spécifiques que vous vouliez changer? Des choses, ou peut-être même, est-ce que vous aviez le pouvoir de le faire? J'avais quand même pas mal de responsabilités et quand même un certain pouvoir de persuasion, mais il fallait que, comme j'ai dit, ça a été 10 ans de bataille. Alors, les batailles les plus difficiles, c'est la bataille de genre, l'équité entre les femmes et les hommes. Pourquoi les hommes ont 4 camps d'entraînement de sélection, puis moi, j'en ai juste un, par exemple, en Coupe du Monde? Pourquoi les hommes ont tant en Coupe du Monde, puis nous, on a une fraction de ce montant-là? Même au niveau des salaires, c'est considérablement différent. Exactement. Parce que l'argument ne se tient pas vraiment ici dans les faits. Pour des arbitres, il peut y avoir un argument peut-être pour les hommes et les femmes au niveau du nombre de gens qui vont regarder les matchs, la dynamique économique, mais au niveau de l'arbitre, c'est quoi l'argument qui était donné? Il n'y en avait pas de valable. Exact. Il n'y en avait pas de valable. Tu sais, c'est comme un peu comme dans la société d'aujourd'hui, c'est quoi pourquoi au tennis, c'est l'équité salariale? Et toutes les raisons avaient été données. Hein? Il y a plus de monde qui regarde les hommes, on a plus de sponsors, on a plus d'argent, on vend plus de billets. Il y avait plein de raisons comme ça, mais au bout de la ligne, c'était quoi? Oui, peut-être qu'il y a plus de monde dans les stades, il y avait plus de ventes, mais au bout de la ligne, l'être humain d'arbitre féminin devait aussi prendre un mois de vacances pour aller arbitrer. Il y avait beaucoup de responsabilités. Puis aujourd'hui, les stades sont pleins aussi, là. Le foot féminin. Ma première grosse bataille, c'était de bâtir le programme, de bâtir une legacy pour être capable de donner quelque chose au développement de l'arbitrage féminin, puis d'essayer d'outiller les différents pays pour créer un réseau que... Je ne peux pas faire 212 pays tout le temps. Il faut qu'on bâtisse, qu'on forme des gens dans chacun des pays qui vont être ton porte-parole, qui va te transmettre ces informations-là, l'éducation comme toi, tu veux l'avoir. Alors ça, c'est un gros morceau. La deuxième, c'était l'équité. L'équité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux. Puis là, je rentre dans un petit détail, c'est qu'à un moment donné, j'avais été invitée par Adidas en Allemagne dans leur grand village. Finalement, c'est un village, hein, c'est énorme. Et puis là, j'ai dit, il faut avoir des habits pour les femmes. Parce que les chandails d'arbitre, les manches sont pas là, ils sont au coude. On est tout le temps en train de remonter nos chandails, les poches sont pas au bon endroit, le velcro, il marche pas, les poches sont trop creuses, les shorts sont trop longues. Tu sais, avec un moment donné, j'ai dit, il faut qu'on ait un design d'avoir c'est banal, hein, mais... Non, mais c'est vrai, quand il repense. Un équipement pour les arbitres féminins qui vont être confortables dedans et non tout le temps en train de se réajuster. Fait que ça avait passé aussi. Fait que, tu sais, toutes des petites batailles comme ça, mais... Qui ont des gros impacts. Oui, que finalement, c'est resté maintenant, puis que là, on peut avancer un peu. J'étais toujours la seule qui arbitrait les hommes. Fait que moi, j'avais aussi un désir qu'il y ait des femmes qui arbitrent au niveau des hommes.
C'est mission accomplie Puis là, parce qu'aujourd'hui, même en Ligue anglaise, on voit ça qui Il y en a quand même juste vraiment très peu. Bien sûr. Mais petit à petit, dans les 25 dernières années, on est arrivé là à avoir un petit groupe élite là, qui sont capables de percer. Fait que c'est génial. Wow. Ouais. Donc, ça part de loin, mais... Oui. Mais ça a pris tout ce temps-là à convaincre les gens. Quand j'arbitrais, pas le CF de Montréal, mais l'Impact à l'époque et tout ça, j'étais la seule femme. Fait que Canada, États-Unis, là, les gens venaient jouer ici, puis c'est comme, retourne dans ta cuisine, je me faisais crier après, je me faisais engueuler pour des niaiseries, là, tu sais. Fait que c'était difficile à ce niveau-là. Maintenant, on regarde, puis là, il y en a quand même quelques-unes, hein. Pas énorme, mais... C'est quoi que vous êtes le plus fier, peut-être, de votre temps à la FIFA? Est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous avez eu plus de temps et qui, au final, le résultat était exactement ce que vous voulez? Ou peut-être nous parler un peu de l'ambiance générale. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre temps à la FIFA? Mais je pense que c'est l'évolution de tout ça qui a donné beaucoup de respect aux femmes dans l'arbitrage. Parce que quand j'ai commencé en 94, on était 4 à travers le monde. Un an après, en 2005, on était 20 seulement. Après ça, on est monté à 100 l'année d'après. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 2000. Wow. OK? Fait que si on regarde ça en quand même très peu d'années, c'est que il y a eu assez de support à travers les pays pour leur donner le goût puis d'attirer les femmes dans ça. Et puis, je crois aussi que la performance, le calibre d'arbitrage a augmenté parce qu'on était super exigeants avec les tests physiques, avec toute la préparation pour avoir un environnement professionnel. Donc ça, je trouve que c'est très, très bien. Oui. Wow. J'aurais des petites questions pour vous concernant l'arbitrage en général, que je m'étais noté, que j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, parce que, on va être honnête, on est tous un peu des arbitres à la maison quand on regarde des matchs de foot. On se pose des questions. Je pense que ça peut être intéressant de poser la question spécifiquement à un arbitre. Arbitrage vidéo, votre opinion là-dessus, comment que ça évolue? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce qu'il doit y avoir des changements? C'est quoi votre vision par rapport à tout ça? On parlait tantôt, ça a commencé environ à la Coupe du Monde en 2018. Hein? Donc, on parle de quoi? 6-7 ans à peu près qu'on a l'assistance vidéo. Comme tout développement, je pense que ça prend un certain temps d'avoir une stabilité. Là, moi, personnellement, je commence à trouver que ça commence à faire trop longtemps, qu'il devrait avoir une meilleure stabilité. Donc, c'est pas encore à votre goût, là, ce que vous voyez? Non. Qu'est-ce qui devrait être changé? Mais pourquoi on a le VAR? La première chose, c'est qu'il y avait 4 raisons pour que les VAR pouvaient intervenir, puis c'est pour éviter les grosses erreurs dans un match. OK? Donc, si les gens qui sont en studio, c'est des êtres humains aussi, puis qui font des erreurs, ben on ne règle pas grand-chose. Ben non. OK? C'est comme, au lieu d'être 4 assis sur un match, maintenant, ils sont 15 assis sur un match. Ça n'a aucun sens. Fait que l'aspect financier de ça est énorme. C'est pour ça que ça peut se faire juste à la FIFA quasiment ou dans les grosses ligues, parce que sinon, personne n'a les moyens d'assigner tant de personnes à un match. Donc, je pense qu'il y a encore un peu d'éducation, de training à faire avec le VAR. Comment intervenir. C'est beaucoup mieux maintenant. Le temps de seconde de regarder, puis les reprises, ça, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Le système est bon. L'idée est bonne. Mais je pense pas que ça soit jamais un système parfait. Ouais. Mais j'aurais espéré qu'avec tout l'investissement de la FIFA puis les possibilités qu'ils ont, qu'après 7 ans, on ait un taux d'efficacité un petit peu plus grand, je dirais. C'est quoi les endroits spécifiques que vous aimeriez voir une amélioration là-dessus? Est-ce que c'est par rapport aux penalties? Est-ce que c'est par rapport peut-être au hors-jeu? Est-ce que c'est de se dire il y a certaines décisions qui ne devraient pas y avoir de reprise vidéo? Toutes les décisions devraient avoir des reprises vidéo. Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Non, je pense que c'est les points clés. Ou quand il y a un changement au niveau du match, mais moi, comme probablement plein de téléspectateurs, ce qui énerve, c'est que le VAR a amené une façon différente d'arbitrer. Oui. Parce que tu regardes, hors-jeu avant, position hors-jeu, non, mais mettons, il y avait un vrai hors-jeu, boum, le drapeau se levait, sifflait. Maintenant, on attend des secondes et des secondes et des secondes. Finalement, le ballon s'en va jusqu'au gardien de but, puis là, oups, le drapeau se lève. Personne ne comprend ça. Puis là, ça a fait que les arbitres ont changé leur façon d'arbitrer, que là, ça se passe plus sur le terrain, ça se passe en studio. Ça m'énerve un petit peu, je dois dire. Ça enlève tout le côté... même célébrer un but, on ne peut plus vraiment célébrer un but. Là, on attend, puis t'es pas trop sûr, puis là, après, bon... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent. Fait que, d'avoir la bonne décision, ça vaut la peine, mais il y a encore des erreurs. Fait que
Je trouve que ça a enlevé un petit peu le changement de comportement des arbitres sur le terrain à cause de ça. Ça l'a changé. Ça, pour moi, c'est pas très positif. C'est ça. J'aimerais avoir, si on va dans le vidéo replay, c'est qu'on a vraiment un pourcentage très, très haut de correction. Et selon leurs statistiques, ils sont dans les 95, 96, 98, mais jusqu'à quel point tout ça, c'est vraiment précis, je ne suis pas trop sûre, là, mais il faut que ça soit presque un 100%. Là. Ben, j'imagine, parce qu'il y a encore des erreurs banales qui ont été faites l'année dernière. Vous voyez des matchs, il y a un hors-jeu et c'est raté par le VAR. Et bon, on a oublié de le mentionner. Des fois, tu te poses des questions, mais tant qu'à être là. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on s'en tienne aussi. Tu sais, un match, si on se met à arrêter, surtout, le match, au lieu de durer 90 minutes, va durer 3 heures. Et d'ailleurs, ça serait peut-être un autre point de discussion. Ces fameuses minutes ajoutées au match, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, c'est rendu régulier dans les différentes ligues du monde, des 13, des 14 minutes d'ajout. Habituellement, bon, on a un changement, c'est 30 secondes. Il peut y avoir un but selon la célébration, on va peut-être pour 1 minute, mais là, on va à 12, 13, 14 minutes. Vous pensez quoi de ça? La réalité de ça, c'est que l'arbitre en chef là, a 2 montres. On avait toujours comme un temps arrêté puis un temps continu. OK? Donc, le 30 secondes pour un changement, c'est une idée générale qui a été donnée au public. Mais la réalité, c'est que des fois, si le 4e officiel fait bien sa job, tout est prêt, ça prend 5 secondes des fois à faire un changement. Vite, le joueur est là, on change, ça prend 5 secondes. Mais quand on fait le temps réel, arrêter, repartir au moment où on doit le faire, ça peut changer énormément là, pour le temps à rajouter à la fin. Mais pourquoi maintenant on a beaucoup plus de temps, c'est principalement à cause du VAR. Les reprises. Sinon, on serait encore dans les normales de 4, 5, 6 minutes, 7 minutes. Il y a des grosses blessures. Mais l'important, c'est que, même si c'est 14 minutes, l'important, c'est que ça soit un vrai 14 minutes. Mais ça rajoute beaucoup au match. Alors, si on se met si le VAR aurait le pouvoir d'arrêter sur n'importe quoi, ça finirait plus. Il y aurait des matchs qui dureraient 2-3 heures. Ça amène quand même un point qui est intéressant. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. L'avenir des arbitres de touche. On regarde ça de l'externe. Au niveau FIFA, bientôt, ça va être 100% automatisé, les hors-jeux. On la voit où leur avenir? Est-ce qu'il y a encore énormément d'utilité? Parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas nécessairement autant de pouvoir qu'avant. Ils ne vont pas les prendre, les décisions de hors-jeu. Ça va être pris en reprise vidéo. Peut-être qu'ils vont voir encore une fois une faute grave, qu'ils vont pouvoir lever leur drapeau, mais ça va retourner aux vidéos de toute façon. C'est quoi l'avenir des arbitres de touche? Non, je pense que ça va toujours rester, en tout cas pour longtemps, pour plusieurs raisons. Maintenant, les juges de touche qu'on appelait avant, ce sont des assistants arbitres. Alors, ils assistent l'arbitre. Alors, c'est pas juste les hors-jeux, c'est pas juste les balles sorties en touche ou en coup de pied de coin ou en coup de pied de but, c'est d'aider l'arbitre à prendre toutes les bonnes décisions. Fait que maintenant, il y a beaucoup de discussions qui se passent dans la communication pour les fautes qui se passent sur le terrain derrière l'arbitre. La gestion humaine de 22 joueuses sur le terrain, ça se fait par des humains. Si à un moment donné, il y a une intercalation, il y a des gens qui commencent à se bousculer, on a besoin de faire une certaine sensibilisation, parler aux joueuses pour les calmer, et ça prend du monde humain pour faire ça. Alors, ça va toujours rester cette équipe de 4, là, je crois, sur un terrain. Je pense que c'est nécessaire. Oui, on peut automatiser beaucoup de décisions, mais je pense que au moins les 4 sur le terrain, je pense que ça, c'est un droit acquis, on dirait. Bien sûr. C'est paradoxal de se dire qu'il y a autant de choses automatisées, mais on augmente le nombre d'arbitres pour un match. Oui. Littéralement. On a parlé un petit peu des entraînements pour les arbitres. Moi, je serais curieux de voir à quel point que ça a évolué à travers les années, ça aussi. La demande qu'on a envers les arbitres au niveau physique, le type d'entraînement qu'on leur donne, parce que vous l'avez mentionné, 14-15 km pendant un match. N'importe qui écoute le podcast aujourd'hui, si vous courez 14-15 km, les derniers kilomètres est un petit peu plus fatigué, tu es peut-être moins concentré, mais l'arbitre ne peut pas perdre sa concentration au 14-15e kilomètre. Au contraire, c'est souvent là que tu dois être le plus concentré. Exact. Est-ce que vous avez vu à travers les années une évolution au niveau du sérieux qu'on donne à ces entraînements-là? Peut-être qu'il faut nous expliquer un peu tout ça. Oui, absolument.
Quand moi, j'arbitrais, j'étais laissée à moi-même. Alors, je m'entraînais, je passais les tests physiques, mais on n'avait pas beaucoup de supervision, puis on n'avait pas d'entraîneur physique comme tel. On se ramassait au Coupe du Monde, c'était plus des évaluateurs. Ils venaient regarder nos matchs, ils nous donnaient une note ou quelques commentaires, mais c'était tout. Donc, on n'avait même pas, moi, à l'époque, au début là, d'entraîneur physique, tout ça. On se ramasse en Coupe du Monde, n'importe quel camp d'entraînement ou quelque chose comme ça, il y a toujours des entraîneurs physiques et des entraîneurs techniques et physiothérapeutes et masseuses, etc., massothérapeutes. Donc, il y a un soutien énorme qui est là. Avant, il y avait un certain nombre, un norme à avoir en termes de tests physiques. Maintenant, on a monté la coche beaucoup plus haute au niveau des arbitres. C'est rendu encore plus exclusif, entre guillemets. Il faut que tu sois super en forme. Maintenant, c'est pas juste d'être en forme, il faut que tu sois très en forme. J'imagine. Et puis, ce qu'on fait pour essayer d'aider à contrôler ça aussi, parce qu'on peut pas le faire juste en compétition. On a vite réalisé que si on voit les arbitres une fois par année dans une compétition, il est trop tard. Les arbitres sont déjà préparés à leur façon rendue là. Alors, on a bâti un groupe d'instructeurs à travers le monde, dans chacun des pays, qui vont être capables de superviser leurs arbitres FIFA et nationaux dans leur pays en préparation. Alors, on leur donne des objectifs, on leur donne des programmes d'entraînement, on les supervise, puis on dit, faites ça avec vos arbitres pour que quand ils arrivent chez nous en compétition, ils sont prêts. Il y a une moins grande différence. Donc, ça devient des entraîneurs. Dans le fond, on paye leur entraîneur. Ben oui. On leur paye des entraîneurs pour qu'ils soient capables de s'entraîner intelligemment et efficacement. Donc, ça a évolué. Elle évolue énormément. Très sérieuse. Maintenant aussi, même quand moi j'ai commencé aussi à la FIFA, j'avais un instructeur fitness qui était très, très bon aussi. Puis on avait mis tous les entraînements sur une plateforme Internet. Alors, on pouvait voir avec les montres Polar, par exemple, comment chaque arbitre s'entraînait. Fait qu'il fallait qu'ils downloadent leurs informations. Alors, on pouvait voir si quelqu'un avait un rythme cardiaque très, très haut. Il avait couru juste 10 minutes ce journée-là, alors qu'il devait courir 1h15. C'est sûr que, bon, il fallait faire confiance, parce que c'est comme ça. Mais tout ça a évolué. À un moment donné, il ne pouvait plus tricher non plus dans ce système-là. Tu ne peux pas donner la montre à ton chien là, pour qu'il aille courir 10 km. Fait qu'on avait pas mal d'informations avec ça. Puis on était capable de... L'objectif, c'était vraiment de leur redonner des feedbacks pour être capable de les aider à se préparer. Parce que c'est pas tout le monde qui a fait un bac en éducation physique ou qui a des connaissances d'entraînement. Tu peux avoir une passion à l'arbitrage, mais pas nécessairement à l'effort physique comme tel. Et les deux vont ensemble. Exact. J'ai une question pour Sonia. Est-ce que vous êtes une fan de foot? Est-ce que vous regardez des matchs de foot? Et c'est quoi peut-être votre opinion sur l'évolution, spécifiquement peut-être du foot féminin à travers les dernières années? Oui, je suis une fan de foot. Donc, vous regardez des matchs? Je suis au fait, je l'étais peut-être plus avant que maintenant. Puis je pense que c'est une question de temps qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas passer des heures et des heures devant la télé. Puis déjà, je ne suis pas une fille de télé, fait qu'il faut que ce soit un bon match pour que je regarde. Mais je suis sélective. Je suis sélective dans mes matchs. C'est sûr que à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde ou les Jeux olympiques, je suis accrochée là. Ben oui. Les derniers Jeux olympiques, pas les derniers, mais en Russie, j'étais match analyste pour RDS. Pour la Coupe du monde chez les hommes. Donc, j'ai fallu que je regarde les 64 matchs, au moins live, puis souvent avec quelques reprises, parce que je peux être appelée n'importe quand à commenter les décisions arbitrales et puis faire l'analyse comme un match d'expert. Donc, oui, j'ai toujours cette passion-là. Puis, les Olympiques, là, j'ai regardé attentivement aussi les matchs. Définitivement, mais effectivement, il y a tellement de matchs maintenant, les moins de 17, les moins de 20, qui présentement, je ne peux pas tout suivre, mais quand j'ai la chance, je regarde. Puis de voir des foules, comme on a vu à Barcelone, pour les matchs de femmes de 80-90 000 personnes dans des stades du Camp Nou, vous auriez cru ça possible il y a 15-20 ans? Ça aurait été dur. C'est dur à croire. Parce que même les Coupes du monde, les Jeux olympiques, ça a pris un certain temps avant d'attirer les foules pour dire « Hey, c'est un bon match, venez voir. » Mais les gens aimaient ça parce que c'était pas aussi violent que les hommes. C'était plus fair play. C'était plus du soccer pur. Très bon clip. Oui, mais maintenant, il y en a pour leur argent. Là. Tu regardes, c'est professionnel. C'est génial. C'est génial. Oui, non, c'est le fun de voir que un peu comme... Je compare beaucoup avec le tennis aussi présentement, parce que là, maintenant, je suis une passionnée du tennis. J'ai passé de séjour dans une semaine pour jouer 7 fois. Donc, mais
c'est la même chose. Maintenant, les stades sont remplis tout autant pour un match de femmes que d'hommes en première division ou même en deuxième division ou un match olympique ou une Coupe du Monde. L'intérêt est là maintenant. Clairement. Peut-être pour terminer, Sonia, le podcast Histoire de foot, notre objectif, c'est d'inspirer, d'éduquer. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait éduqué, ou du moins, on m'aurait éduqué sur certaines réalités du corps arbitral. Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à la Sonia au début de sa carrière, des choses qu'elle devrait peut-être déjà savoir, des leçons qu'on pourrait dire en avance à celle qui veut devenir une arbitre professionnelle, aux jeunes qui vont nous écouter, qui ont cette ambition-là également? 3 conseils que vous auriez à donner pour qu'une personne suive un petit peu la trajectoire que vous avez eue. Bonne question. On en veut 3. Moi, je 3, oui. Premièrement, pour arriver à un certain niveau comme ça, pour moi, c'est la discipline. Le côté professionnel, la discipline d'avoir pour justement se préparer à ça, c'est super important. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas la motivation, tu ne pourras jamais survivre dans un milieu comme ça. Alors, il faut garder cette discipline-là, ce professionnalisme-là, ce désir de s'améliorer de match en match. Quand je faisais des matchs, je me disais toujours, il faut que ce soit mon meilleur avis. Puis là, j'en faisais un autre, je disais, non, ça va être lui mon meilleur avis. Fait que mon prochain match, je voulais toujours que ça soit mon meilleur. Toujours finir sur une bonne note si j'allais à finir. Fait que ça, c'est important. J'ai toujours cru, moi, en des role models. Fait que, qui sont-ils pour vous? J'en ai dans le monde de l'enseignement, j'en ai dans différents niveaux, mais je vais décrire dans le fond ce que je veux voir, ce que je veux dire aux jeunes arbitres, c'est d'être un role model sur le terrain et hors le terrain. Parce que c'est un package deal. Tu n'es pas juste un arbitre, pas juste étiqueter un arbitre. Il faut que tu aies un comportement exemplaire sur le terrain, hors terrain. Il faut que ton comportement, tes dires, tes actions reflètent vraiment ton côté professionnel, ta discipline, pour que les gens te respectent dans la vie. Pourquoi peut-être, moi, je dirais, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on dirait que je l'ai eu un petit peu plus facile à certains matchs. Pourquoi? Parce que les gens se souvenaient de l'autre match d'avant, que j'avais eu une intégrité impeccable. Puis là, ta réputation se suit. Mais c'est ça, on a bâti notre réputation en tant qu'arbitre. Là. Exactement. Fait que je pense que ça, de match en match, je gagnais un petit peu de terrain parce que je bâtissais ma carrière, si on veut, la crédibilité et tout ça. Puis la troisième chose que je dirais aux jeunes arbitres, c'est que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je ne connais pas aucun arbitre qui a été capable de se rendre à n'importe quel niveau, même après une saison, seul. Ça te prend une équipe derrière toi. Puis quand je dis une équipe, ça peut être tes parents, ta famille, tes amis, ton copain, un mentor, un spécialiste du soccer comme un instructeur, un évaluateur, quelqu'un qui va te supporter quand c'est difficile. C'est quand que ça a été difficile pour vous? Fait que de bien s'entourer. Ben oui. C'est plus ça. Ouais, de bien s'entourer puis de ne pas lâcher. Parce que quand tu as des moments difficiles, si tu te regroupes seul, c'est souvent là qu'on les perd, les gens. On perd 80%. On parlait du recrutement puis de la rétention tantôt. On perd 80% de nos gens, des jeunes arbitres, à l'intérieur de 2 ans. Oh, wow. C'est énorme. Puis avant, c'était un peu cette statistique-là, puis ça l'est encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de support assez à bas âge. Au niveau international, ils sont entourés d'une équipe. Mais quand tu commences, c'est là que c'est dur. C'est là qu'on ne veut pas les perdre. Puis d'avoir de tous les systèmes de mentorat, de tutorat et tout ça, ça l'aide à garder nos gens actifs. Ça a été quoi le moment le plus difficile de votre carrière? Je sais pas. Je pense que le moment le plus difficile, ça a été drôle de dire, là, mais on ne m'avait jamais posé cette question-là, mais j'ai eu des matchs difficiles et tout ça, mais je pense que le moment le plus difficile, ça a été de décider d'arrêter ma carrière. Mais en même temps, j'ai été la personne la plus chanceuse au monde parce que tout de suite, j'ai eu une belle alternative de remplacement. Tu sais, quand t'arrêtes, on voit les athlètes olympiques, là, c'est leur vie. Ben, c'est leur identité. C'est leur vie, leur identité. Ils sont connus comme ça, puis c'est ça qu'ils ont fait. 8 heures par jour, pendant des années et des années. Quand tu prends une retraite, il y a le grand vide autour de toi.
Puis l'arbitrage, ça a été comme ça aussi parce que j'étais tellement dédiée. Il n'y avait plus de saison dans l'arbitrage. C'était 12 mois par année. L'hiver, j'arbitrais ailleurs. C'est comme... Fait que ça n'arrêtait jamais. Fait que ce qui a fait que quand j'ai arbitré comme n'importe qui avec une certaine intensité comme ça, c'est comme... Aïe, 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 mais je vais faire quoi demain, là? C'est comme tu te sens seul au monde. On dirait que tu n'as plus ton appartenance d'une équipe, ça, puis un grand, grand vide. Mais fait que ça a été une décision difficile parce que je ne voulais pas arrêter. J'avais dit à la FIFA, non, donnez-moi une autre Coupe du Monde, donnez-moi une autre Coupe du Monde. Mais finalement, c'est comme, non. Au lieu, j'ai eu un poste qui m'a permis de faire une super belle transition. J'ai été chanceuse là-dedans, mais il y en a plein qui arrêtent, puis boum, du jour au lendemain, on les voit plus. Ben, chanceuse, je pense que vous avez bâti votre chance aussi. Vous avez été la première arbitre à obtenir le badge FIFA. On le redit en 1994. Non, c'est assez exceptionnel, Sonia, ce que tu as été capable d'accomplir. Tu as toute mon admiration. Félicitations pour cette belle carrière. C'est quoi la suite de ton côté? Est-ce qu'on reste encore un petit peu dans le monde du foot ou tranquillement, ça arrive vers la fin? Ça arrive à la fin. Là, il y a 2 mois à peu près, j'ai quitté Soccer Québec comme directrice. Là, je suis comme un petit peu en mode semi-retraite, entre guillemets. Je fais encore des petits trucs comme ça avec différentes compagnies pour redonner un peu, là, si on veut, dans le monde du foot. Mais ça s'estompe tranquillement. Là, on verra. Je ne ferme jamais les portes. Je pense qu'il peut des fois avoir des trucs qui s'annoncent que tu n'as jamais pensé. Fait que j'ai toujours un esprit ouvert par rapport à ça, mais disons que je ne suis pas à la recherche. Oui, je comprends. Sonia, félicitations pour cette carrière exceptionnelle. Ça a été un entretien tellement fascinant, formateur également. Je suis convaincu que les gens à la maison vont penser la même chose. Je te remercie. Si on veut te suivre encore, est-ce qu'il y a un endroit particulier qui est plus intéressant pour savoir un petit peu ce qui se déroule avec toi au quotidien? Maintenant que j'ai été dans les médias tellement longtemps dans ma carrière, un petit peu on the spotlight, j'étais un petit peu plus effacée, un petit peu dans les médias sociaux, mais non, tant que j'aurai pas un autre poste, peut-être qu'ils vont me remettre sur... Si, je me relance peut-être, mais sinon, c'est assez tranquille. Je comprends. Oui. Sonia, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié pour les gens qui nous écoutent. On se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot. Super, merci beaucoup.